Je rentre chez moi, il était même plus là. Ma mère me dit, ouais, faut que je te parle, t'as un essai en Allemagne et tout ça. Je dis, eh, vas-y, moi, je veux pas. Et je vais te dire, ma première sélection, pour de vrai, c'était un cauchemar. Nous, on joue. 112e minute, je marque. Tu sais qu'il y avait 3 morts sur le terrain? Je me souviens, moi, ça m'a marqué en Ouganda. On est arrivé, après l'hymne national, tu donnais la main à l'adversaire, il faisait ça. Je n'ai jamais touché une prime de match de la Guinée de ma vie. Moi, la première fois que Luis Fernandez il m'appelle, il dit, moi j'ai mis Ronaldinho sur le banc. Moi, je peux pas subir le racisme. Parce que moi, j'accepte pas de subir le racisme. Quand tu vas me dire me battre, tu vas me dire sale noir. Je dis, ouais, je suis un bon sale noir. Quand tu as fini de me dire ça, qu'est-ce que tu as à me dire encore? La Guinée, Coupe du Monde, j'espère, bientôt, et tout ça. Mais par contre, c'est pas normal qu'on joue pas à la CAN, voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Yellen Football Show. Le Yellen Football Show, c'est l'émission qui met en lumière le football africain ainsi que ses acteurs. Je me présente, je suis accompagné de mon frérot. Fof. Alors aujourd'hui, on reçoit quelqu'un d'emblématique, un ancien capitaine du Syli national de Guinée, surnommé le Messi guinéen par Pascal Feindouno, joueur célèbre dans les coulisses du Borussia Mönchengladbach, que ce soit en dehors et sur les terrains. On est avec le capitaine Ibrahima Traoré. Merci pour l'intro. C'est normal. Très content d'être là, les frères. Hein. Vraiment. Merci beaucoup. Plaisir partagé en tout cas. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Ibrahima, on va te laisser te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Ibrahima Traoré, ancien joueur à la retraite maintenant, qui a joué toute ma carrière en Allemagne, qui a 15-16 ans de football professionnel en Allemagne, capitaine grand honneur du Syli national, ailier numéro 10, ça dépend des entraîneurs, des fois piston, 8 des fois, des fois piston, ça dépend des entraîneurs et tout ça, mais surtout quelqu'un voilà, qui a kiffé sa carrière de footballeur et qui s'est toujours considéré comme un artiste. Ok, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on va y revenir un peu, mais t'as un petit lien avec l'art. Mais carrément, en parlant d'artiste, faut appeler Pablo Picasso de Clichy-sous-Bois. Ah, mais toi, t'es fort. Petit. T'es fort. Ah, c'est vrai, Ibrahima, on a un cadeau pour toi. Oh À part de Pablo Picasso de Clichy-sous-Bois. Mandat. Ah les gars, c'est beau. Hein. Voilà. Alors c'est ma mère qui va être contente. Là. Ah ma mère là, parce que tous ces cadeaux comme ça là, c'est exposé chez ma mère et tout ça. Mais les gars, mais déjà, du fond du cœur, merci beaucoup. C'est normal. C'est vraiment un très beau cadeau et votre mère, vraiment merci. Y a pas de souci. Ça me touche vraiment très fort. On va le mettre là, comme ça, tout le monde pourra le voir. Voilà, à quel point Ça te dérange aussi. Hein. il est magnifique. Et il faut le dire, moi, j'ai pas eu la délicatesse. Vous l'avez pas dit non plus parce que vous savez que je viens d'Allemagne, hein, exprès et tout ça. Ouais. Le maillot sera là. Donc, si c'est vous qui le gardez, vous faites... on va gagner l'exposer. un abonné ou quoi que ce soit. On verra ce qu'on en fera. Le maillot, il sera là. Merci beaucoup, Ibrahima. Merci beaucoup pour le cadeau. C'est normal. Du coup, Ibrahima, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Il me semble que tu es né à Villepinte et tu as fait tes premiers pas dans le foot à Charenton. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Déjà, moi, je suis né à Villepinte et je suis juste né en France. Ok. Ma mère, en fait, elle pouvait plus voyager. Ok. Retourner en Guinée. Elle était enceinte de moi. Ok. Donc, je suis né en France. Ok. Et ensuite, on est retourné en Guinée. Ah, d'accord. Jusqu'à mes 4 ans, j'ai vécu en Guinée. Ok. Ok. Ah, mais ça, c'est C'est intéressant, intéressant ça. Et je suis le seul de mes frères et sœurs qui est né en France. Je suis le seul de mes frères et sœurs qui est français. D'accord. Ah, super intéressant. D'accord. Donc, ça veut dire que tu nais à Villepinte et tu retournes en Guinée. Et on repart en Guinée jusqu'à 4 ans. Et ensuite, à 4 ans, il y a mon père qui est politicien, maintenant il est à la retraite, qui a été politicien et tout ça en Guinée. Et qui a l'idée de se dire, je vais envoyer mes enfants faire leurs études en France. D'accord. Donc, il y a moi, tous mes frères, mes sœurs, et on va en France avec ma mère. Ok, tu avais une maman qui était d'origine libanaise et guinéenne. Est-ce que tu peux nous en parler par rapport à ces deux cultures dans laquelle tu as le plus grandi ou... Comment c'était à la maison quoi? Mais pour de vrai, on a grandi, nous, dans la culture guinéenne. Ok.
c'est longtemps après hein, que nous, on a compris que ma mère était libanaise parce qu'elle était claire de peau. Mais ma mère, elle est très, très claire de peau. Ok. Mhm. Mais t'aurais pu te dire qu'elle est Peul ou un truc comme ça, en vrai. C'est pour ça que je pense que t'as pas forcément Mais en réalisé. fait, la vérité, c'est même pas ça. C'est que moi, on n'y pensait même pas. Ouais, mais c'est vrai. Et ton Tu sais jeune que moi, les histoires de Peul, Malinké, Soussou, Libanais, si, on Mm. sait rien. Parce que tu sais pourquoi? Parce que moi, on arrive en France, moi j'ai 4 ans. Mm. Donc avant de voir des Peuls, des Malinqués, des Blancs, et tout ça, hein, on voit juste que notre mère, elle est plus claire que nous. Et que les autres, ils sont blancs en gros. Ouais. Et que nous, on est noirs. Mm. Et on sait pas. C'est avec le temps après qu'on a compris que ma mère était libanaise. Et aussi beaucoup par rapport à la cuisine. Ok. Ok. Parce qu'elle nous faisait à manger aussi, de temps en temps, libanais. D'accord. Et ce qu'on mangeait, nous, libanais. Tu vois, les restaurants libanais où Ouais, les gens, ils shawarma, vont... etc. Bah, pas shawarma parce que c'est plus compliqué, mais tu sais, Ouais. où ils vont pour manger le taboulé, les gars, Ouais. ils s'assoient et ces restaurants et tout ça. Mm. Ouais, nous, on avait ça à la maison. Mais Ok. nous, c'était normal parce que c'est, en fait, c'est la culture de ma mère. Mm. Donc, c'est venu après, avec le temps Ok. qu'on a compris que ma mère était libanaise bah, la France, parce on a tous vécu en France au final. La Guinée, mon père et tout ça, on vient tous de là-bas. Et le Liban, et t'as encore, après un autre aspect, t'as aussi le Sénégal. Ah! La mère de ma mère est sénégalaise. Ok. Donc, ça veut dire que ta mère a un mix entre le Liban, la Guinée et le Sénégal, du coup. Et elle est née en Guinée. Donc, Ok. en fait, c'est ça de Guinéen chez ma mère, c'est qu'elle est née Elle est en là-bas. Guinée, en vrai. Elle est sénégalaise, Ok. Donc, elle est libanaise. sénégalaise, libanaise, D'accord. née en Guinée. Voilà. D'accord. Ok, je vois. Et tu as commencé ta vie, tes débuts en Guinée. Est-ce que tu as des petits brides, des petits souvenirs ou est-ce qu'on t'a expliqué, on t'a donné certaines anecdotes par rapport à ton enfance là-bas? J'ai 2-3 souvenirs. Mm. Le premier, c'est que à chaque fois qu'on allait à l'école, c'est la maternelle, tu vois Mhm. ou pas, on chantait l'hymne national. Il y avait le drapeau qui se levait. Ça, je me rappelle de ça. Ok. Le deuxième, et ma mère, elle cherche encore les vidéos de ça. C'est j'avais 2 ou 3 ans et j'ai récité un poème comment on dit en Guinée, au Palais du Peuple devant le président de la République. Ok. Ok. Ah ouais. Et à l'époque, c'était qui? C'était Lassana Condé. Lassana Condé, ok. Et j'ai récité un poème, ouais, devant lui. Ah, c'est dommage, ça serait Dommage. bien qu'elle puisse trouver ces images-là. Je te dis, mais genre un bébé comme ça. Super. Et donc, du coup, pour poursuivre un peu dans tout ça, donc tu arrives en France à l'âge de 4 ans. Où est-ce que la famille s'installe et comment, dans quelles conditions? On arrive à Gagny. Et on arrive à Gagny chez mon oncle, Ok. le petit frère de ma mère. On arrive, on connaît beaucoup, hein. On est là-bas et tout ça. Après, on finit au foyer. C'est étonnant. Parce que tu disais que ton père était politicien. Ça veut dire que, bon, généralement, en Afrique, un politicien, il a quand même des moyens. Exactement. Et là, t'arrives dans des Sauf que conditions. c'est pas les mêmes moyens. D'abord, faut que tu arrives, faut que tu t'installes. Ouais. Tu comprends pas? Ouais. C'est pas genre, vous arrivez, vous avez tout et tout ça. Non, faut qu'on arrive, faut qu'on s'installe. Donc, on est chez le frère de ma mère. Ensuite, on va au foyer. Au foyer, on reste pas longtemps. Je me rappelle, on va dans une autre maison à Pierrefitte. Je me rappelle et tout ça, avec mes frères et tout ça. Mm. Et on dort tous les uns sur les autres. Ma mère, une combattante, elle se démène, elle se débrouille. Et on trouve un appartement à Charenton. D'accord. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux pas dire comment elle a fait. Ok. Donc, Mais il n'y a pas le côté de genre, mon père, il est politicien, Mmh. il garde l'argent, il fait rien et tout ça. Mmh. Mais sauf que, bah, il est politicien, oui, mais c'est un fonctionnaire. Donc Ouais. l'argent qu'il a. C'est pour sa vie là-bas. Mais non, c'est pour notre vie à nous tous, Mmh. mais c'est pas, peut-être, c'est pas assez pour nous, Aussi- tu aussi, vois pas. ouais, ouais. Et pour autant de personnes. C'est vrai. Oui, j'ai beaucoup quand même, c'est vrai. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Donc c'est pas genre, on est venu là et. Non, il était là, il faisait les choses. Mm. Mais c'est dur. C'est compliqué. Et donc, on arrive à Charenton. C'est à Charenton que tu rencontres, on va dire, entre guillemets, le football. Mm. Parce que c'est là-bas où tu prends ta première licence. Comment ça s'est passé, cette aventure à Charenton, et comment t'es arrivé au football? Déjà, quand on va changer, il y a mon grand frère qui joue. Et mon grand frère, il est trop fort au foot. Ok. C'est-à-dire que mon grand frère, il a fait des tests dans des clubs et tout ça, qui voulaient le prendre pro, hein, D'accord. et il n'est pas parti. Parce qu'il a dit, si je m'en vais, les autres petits, comment ça va être? Donc, il s'est sacrifié pour vous, en gros. Je te jure que c'est vrai. Incroyable. Donc, C'est pas dire, il était trop fort.
il a pris cette responsabilité pour entre guillemets, avoir un œil sur vous, quoi. Et nous, le football, bah, ça commence par ça, parce que tu vois ton grand frère jouer, Tu et vas faire la même puis chose. on est au club de la ville, Charenton et tout ça, et après, il voit que moi aussi, je suis bon, mon grand frère, il est bon, il voit que moi, je suis bon, mon autre frère aussi, il est bon, parce que nous, on est avec les frères, mais on a tous les cousins aussi, hein. Ok. Mm. Le cousin aussi, il est bon et tout ça, il voit ça. Donc, on ne paye pas de licence. C'est comme ça. Ah, ok. Parce qu'on est tellement bon qu'on ne paye pas de licence pour D'accord. qu'on joue. Parce qu'ils se disent, oui, il y a les autres qui vont les prendre et sans licence, ils vont jouer. Donc, on ne paye pas de licence. Et c'est comme ça qu'on commence, nous, le foot. Ok. Et tu fais combien de temps à Charenton, du coup? Charenton, je fais plus de 10 ans. Ok, t'as 10 vraiment. ans. Ouais. Ok. Et c'était quoi ton parcours scolaire, du coup? Parce que là, on va dire que si je fais plus de 10 ans, c'est que c'est jusqu'à l'adolescence. Ouais, à Charenton, je fais jusqu'à 15 ans, je crois. Mhm. On vit encore à Charenton, mais on vit dans un petit appartement, hein. Ok. Très petit et tout ça. Et ensuite, ma mère, elle nous trouve un autre appartement à Pantin, qui est super grand. Ok. Donc, on déménage à Pantin. Mais moi, je continue à jouer à Charenton. Ok, donc tu faisais des trajets. Ouais. Je faisais toute la ligne 8 du métro, pour ceux qui connaissent. Oui. Ouais. Ouais, et on continue à jouer à Charenton et tout ça. Mais il y a un moment où tu te rends compte, déjà, on a déménagé. Et en plus, ton niveau, c'est plus le niveau de Charenton, en gros. Mhm. Tu es plus fort que le niveau de Charenton. Et mon entraîneur à Charenton, Yazid, avant ça, il part à Levallois. Et il me dit, ouais, bon, comme on déménage et tout ça, il me dit, ouais, faut que tu le prennes. Et il me prend à Levallois. Ok. Il me dit à mes parents, faut qu'ils viennent à Levallois avec nous. Et là, on va à Levallois. Et là, c'est à l'époque, je sais pas si les gens ils connaissent, peut-être pas, c'est le grand Levallois, hein. Oui, oui, oui. C'est Au la niveau du football, Ouais. oui, c'est le grand Levallois. Ouais. Et moi, je vais là-bas en jeune après. Ok, tu fais combien de temps à Levallois? Levallois, je fais 4 ans. 4 ans. 4 ans, je fais à Levallois. Parce que dès que je pars de Levallois, moi, en fait, hein, c'est pour aller en Allemagne. Ok, d'accord. Exactement. Je fais 4 ans à Levallois, ouais. Et du coup, pas parce que du coup, ça veut dire que tu connais, on va dire que par exemple, tu passes le bac en France, etc. Mm. N'est-ce pas? Comment tu arrivais à gérer ce rythme et tu faisais quoi comme filière exactement? Qu'est-ce que tu faisais en dehors du football? Alors, moi, je faisais un bac L. Ok. Ok. C'est dès que j'ai eu mon bac français, Mhm. la première année. Et en fait, à l'époque où je pars, hein, je suis à Levallois, en gros, on me prend en CFA. Je suis le plus jeune joueur de France, hors centre de formation, qui joue en CFA. Oh. Ok. Le plus jeune joueur. CFA, je joue, je fais 3-4 entrées, et tout ça avec Levallois. Boum, il y a l'Allemagne qui vient. Et en ce temps-là, moi, je suis en filiale L. T'es encore à l'école? Ouais. Mais je suis à l'école et je travaille à la chicha de mon pote. Ok. Et je joue à Levallois en CFA. Et co- Et je suis super content. Mm. Et moi, pour moi, j'ai dit, putain, je joue en CFA. Ouais. Tu sais, je vais avoir peut-être des primes de match, tu vois, Mm. par rapport au match et tout ça. On va me donner un peu d'oseille. Mm. Je travaille vite fait à la chicha de mon pote de temps en temps. Je suis ma filière L. Parce que moi, à la base, je voulais pas être footballeur. Moi, je voulais être publicitaire ou écrivain. Ok. Donc, moi, je suis dans mon truc, hein. Ok. Moi, je suis bien, hein. C'est le foot qui est venu te chercher en vrai de vrai. En fait, c'est au moment où moi, je voulais plus être joueur de foot parce que je voulais tout le temps. Ça n'a pas marché avec tous les essais. Quand j'ai dit, vas-y, stop, c'est bon, c'est mort. C'est là que le foot m'a attrapé, moi. Mais en fait, t'as fait quels essais et dans quel club? Et pourquoi ça marchait pas pour toi? Le Mans, Ok. j'ai fait Le Mans. On est arrivé, ils nous ont vraiment pas respecté, mais vraiment pas respecté. J'ai fait Clairefontaine, ils m'ont pas pris. J'ai fait West Ham, je suis parti à Oh. West Ham. Pour te dire, je suis parti à West Ham. Je m'entraîne avec les gars de mon âge. Ils me font jouer le match avec la catégorie au-dessus. Je me rappelle très bien, hein. On joue le match, on gagne 2-1. Je mets un but, une passe D. J'ai fait une semaine, hein. 2 jours après, il me dit, tu vas jouer avec la catégorie au-dessus. Je vais avec la catégorie au-dessus, je m'entraîne. Et super bien. Tout se passe bien. L'entraîneur, il me dit, hein,
Non, t'inquiète, on va te rappeler. Non, c'est bon, franchement, t'es bon et tout ça. Parce que j'ai joué avec 4 catégories d'âge, hein, 3 catégories d'âge pendant le temps où j'étais là. Et j'étais bon avec toutes les catégories d'âge. Non, c'est bon, on te rappelle et tout ça. Je peux pas te dire, hein, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux. Je sais pas. Après cet essai, plus aucun retour. Jamais. D'accord. Mais comment tu as obtenu ces essais-là, on va dire, étant donné que tu es à Levallois, tu es en CFA, que tu es encore à Ça, l'école? c'était avant la CFA. Hein. Ok. Ah, c'était avant la CFA? Ouais, c'était avant la CFA. Le Mans, c'était avant la CFA. C'est Le Mans, par exemple, c'est Charenton qui nous a ramenés à Le Mans. D'accord. Ok. Ah, ok. C'est avant la CFA. Le pire je peux te dire, Amiens. Amiens. Essai à Amiens. Je vais à Amiens, je fais l'essai. Et tu sais, en fait, à l'époque, tu sais, il faut vous rappeler, c'est des journées de détection. Oui, ouais, ouais. ouais. Donc tu viens à la détection, tu joues. Moi, je me trompe de jour de détection. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller avec les 88, je vais avec les 86. Ah, ok. Je fais la détection. Et à la fin, ils avaient un truc très cruel. Hein. Tu sais qu'ils disaient les noms des mecs Ok. qui étaient pris. Le gars se met devant, il dit le nom. Et il me dit mon nom. Sauf que je me suis trompé de catégorie. Ah, donc du coup, tu pouvais pas être retenu. Et il me dit, mais non, tu vas revenir avec ta catégorie. Ok. Parce qu'avec les 86, j'étais au-dessus. Ok. Il me dit, je vais avec les 88. Avec les 88, ça se passe bien. Tout se passe bien. Je vais même une fois, 2 fois à Amiens. Hein. Je vais 2 fois à Amiens. Des allers-retours et tout. Ouais, ça se passe bien. Il me dit, c'est la dernière détection. Après celle-là, c'est bon, tu signes à Amiens et tout ça. Le recruteur d'Amiens, il est assis chez moi. Chez nous, hein, à Ouais. Pantin. Ma mère, elle fait à manger. Il me dit, ton fils, peu importe ce qu'il fait, même s'il est mauvais, on va le prendre, c'est bon, lui, c'est géré. Il a trop kiffé la nourriture ou quoi? On va faire le dernier essai. Ils mettent arrière gauche. Malgré ça, je fais un très bon essai. À la fin, Amiens, il me prend pas. Et tu sais pas pourquoi? Plus de nouvelles du gars. Le gars, il était en train de manger chez moi à la maison. Ah non, ça c'est cruel ça. Et après ça, moi, je me dis, vas-y, laisse tomber le football, vas-y. Mhm. C'est mort. D'accord. Et c'est quand j'y croyais plus que vas-y m'est tombé dessus. Et du coup, comment ça s'est passé quand tu dis ça t'est tombé dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais dans quel contexte, on va dire? Pour Comment qu'on ça te t'est repère. tombé dessus? Mais moi, j'étais dans un contexte tout simple. Hein. Je faisais mon bac L. Je travaillais de temps en temps à la chicha de mon pote. Mhm. Je jouais en CFA à Levallois. Mhm. Mais moi, j'étais bien. À 18 ans, tu sais, tu as des rentrées d'argent un Ouais. peu. Et puis, tu joues à un niveau quand même qui... la CFA à l'époque, là, c'est quelque chose. Hein. Ouais, c'était... Bah, équivalent national 2, quoi, pour ceux qui regardent le foot aujourd'hui. Ouais, donc tu jouais à un bon niveau et tout ça. Mhm. Et puis, tu allais à l'école et ça allait, tu vois ou pas? Mhm. Moi, j'étais tranquille. Et en fait, nous, en bas de chez nous, en bas de Pantin, c'est pour ceux qui connaissent, il y a le stade et tout ça, là, la Doumec. Il y a Ah tous ouais. des tournois l'été. Pour tous les gens qui vont pas en vacances. Chacun vient avec son équipe. Tu connais les formats. Hein. Ouais, je vois. 2 buts, 10 minutes. Celui qui gagne, celui qui perd, match nul, vous sortez. Tu connais le format. Mhm. Et tout l'été, il y avait au moins... ça jouait, il y avait 10 équipes, vraiment. Chacun avec son équipe, ça attend. Si tu perds, t'es mort. Ok. Et moi, je joue contre un mec, Abdou Diop. Et lui, il joue sur le côté. Et je le dribble, je dribble. Il me dit, ouais, petit, toi, t'es trop fort. Je lui dis, ah, ok, ouais. Ouais, bien, tu vois ou pas? Mm. Il dit, non, toi, je peux te ramener faire des essais. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je rentre chez moi, hein, je calcule pas. Je fais ma vie et tout ça. Il vient sonner chez moi, je suis pas là, il parle à ma mère. Il dit, vas-y, j'ai un billet d'avion pour lui, j'ai trouvé un essai pour lui en Allemagne. À Berlin. Comme ça. Comme ça. Mais vraiment comme ça. Il m'a vu jouer. Et il a dit, non, lui, il est trop fort. Il s'est démerdé. Je sais même pas comment il a trouvé l'essai. Il est venu chez moi s'asseoir, dire à ma mère. Je rentre chez moi, il était même plus là. Ma mère me dit, ouais, faut que je te parle. T'as un essai en Allemagne et tout ça. Je dis, vas-y, moi, je dis, je veux pas. Je veux pas. Ah ouais. C'est fini ces histoires-là. J'en ai trop fait. Tu vois ou pas? Mm. Elle me dit, tu sais quoi, fais-le pour moi. Va une dernière fois. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je te comprends et tout ça. Et moi, j'y vais pour ma mère, en fait. Moi, j'ai pas envie d'y aller. Ok. Ok, d'accord. Et tellement, on a peur que ça se passe mal, parce que c'est un autre pays, hein. Oui, En forcément. Allemagne. Je te jure que c'est vrai, je me rappelle, ma mère, elle me donne un billet de 500 €. Elle me dit, garde-les sur toi. Au cas où. Dès que ça décolle,
tu parles anglais, va à la gare et tu prends le billet pour Paris, tu rentres au cas où. Je suis parti là-bas 2 jours. Ils m'ont dit rentre chez toi, va récupérer des affaires, tu signes. 2 jours d'essai au Hertha Berlin, du coup. Ouais. D'accord, j'imagine que ça devait être une joie énorme. Énorme, du coup. Surtout que là, on va dire, c'est sur conseil De de ta mère que ça a fonctionné. Bah, c'est elle qui est le plus contente, mais moi je comprends. Mm. Moi, j'arrive même pas à réaliser. Ah, Parce que tu sais pourquoi je réalise pas? Parce que quand je me suis entraîné avec les mecs et tout ça, bah, je vais pas dire qu'ils étaient bidons, mais ils étaient pas plus forts que moi. mhm. J'ai dit, mais ça, en fait, c'est ça Club Pro que moi, on m'a empêché de faire pendant longtemps. Et c'est ça, en fait, C'est tu mignon. comprends ce que je veux dire? Eh, mais moi aussi, j'ai ma place. Bah oui. C'est-à-dire que moi, quand je viens, je suis en mission, j'ai 18 ans. Ouais. Et en partant, je dis à ma mère, je dis, mais maman, ok, c'est bien à Tabernin, ils me veulent et tout ça. Mais moi, par contre, moi, quand je vais là-bas, c'est pour signer pro, hein, parce que si c'est des joueurs comme ça, sans manquer de respect, hein. Tu sais, ils disent, ils sont nuls. Non, il dit, mais en fait, moi, par rapport à tout ce qui s'est passé, moi, dans ma vie, tous les trucs, tu vois, ou pas, où ça n'a pas été pris, alors que l'autre, il mangeait chez nous, Mhm. t'es trop petite et tout ça. Et je me suis confronté à eux, j'étais meilleur qu'eux, j'ai dit, mais quand je vais là-bas, mais maintenant, c'est pour signer pro. 6 mois après, j'ai signé pro. Parce que je suis fait tes débuts en décembre. Ouais. Décembre, je crois que c'était 7. 2007, pardon. Décembre 2007 au Hertha Berlin. Mm. Comment t'apprends cette nouvelle? On te dit que Ibrahima, tu vas débuter ton premier match en Bundesliga. Ou ton premier groupe, du moins. Ouais, non, je signe, j'arrive, moi, en septembre 2006. Et donc, n'oublie pas, en septembre 2006, c'est Levallois, CFA, 4 matchs en CFA et tout ça, hein. Et on sort d'une Coupe du Monde, en plus, en Allemagne. Exactement. Ouais. Et en plus, la finale, le coup de boule de Zizou et tout ça, Ouais. c'est dans le stade où moi, j'ai signé, hein. Ouais, c'est ça. Donc moi, je reconnais ça. J'ai déjà des souvenirs et tout ça. Donc j'arrive en septembre. De septembre à janvier, j'ai pas le droit de jouer parce que j'ai déjà joué avec la CFA de Levallois. Ah ouais. Ah, Donc je m'entraîne pendant 4 mois 4 mois. Avec Je qui? fais Avec, comment entraîner avec la réserve, du coup? avec les U19. D'accord. Au bout d'un mois, le coach il dit ouais, il a rien à faire là avec la réserve. Donc tout ce temps-là, je m'entraîne avec eux. J'ai le droit de jouer qu'en janvier. J'arrive de janvier à mai. Je fais 15 matchs, je signe pro. 15 matchs. En 15 mois, tu signes pro? Ouais. Incroyable. 15 matchs, je signe pro. Après, je monte en pro, mais ça met le temps, je suis pas prêt, les autres sont plus forts, c'est normal, le monde pro et tout ça. Même moi, j'étais pas prêt, ça allait trop vite, tu vois ou pas. Lucien Favre, il me prend dans le groupe parce qu'il y avait des blessés et tout ça. Il me prend dans le groupe. Il y a un mec ça, et je fais ma première rentrée, mais c'était même pas prévu en fait que je rentre. Parce que déjà, j'étais de base, j'étais jamais dans le groupe. Là, je suis dans le groupe la première fois. Il y a un blessé, Ibo rentre. Voilà, début, Bundesliga. Comme ça. Là, t'as dit que t'étais avec Lucien Favre. Du coup, je pense que ça a dû t'aider aussi parce qu'il ne devrait pas avoir la barrière de la langue parce que on passe quand même sur une langue qui est complètement différente, un autre contexte, un autre pays. Le fait d'avoir Lucien Favre, ça t'a beaucoup aidé? Non. Oh. Pas du tout. Je m'attendais à ce que tu me dises oui. Ah non, pas du tout. Pour quelle raison? Pas du tout. Moi, je suis arrivé, comme je t'ai dit, en septembre 2006. En mai 2007, je parlais couramment allemand. Ok. Lucien Favre, il vient l'année où moi je signe pro, il vient. Il me fait 0 cadeau. D'accord. Et je te dis l'anecdote, hein, il me fait 0 cadeau. Il me fait jamais jouer. Et je vais en D2, il me dit, ouais, non, on n'a pas besoin de lui et tout ça. Il dit, Ibo, il fera pas carrière pro. Je suis trop maigre, trop fin et tout ça. Ça, c'est beaucoup revenu ça apparemment aussi, le fait que tu sois maigre et petit. Ouais. Bah, jusqu'au moment où j'aurais montré, tu vois pas. Mais de base, c'était l'histoire, tu vois pas. Et donc, je vais en D2. 7 ans après, c'est Lucien Favre qui appelle pour me prendre. Et je vais te dire la vérité. Il n'y a pas plus tard que, il y a 4 mois, ou non, 3 mois même, hein. J'étais en Suisse avec Lucien Favre. Ok. Ah ouais. Le destin, hein. Destin. Mais parce que c'est la vie. Et Ouais, j'étais en Suisse je suis parti en Suisse avec Lucien Favre. Notre carrière, coach, joueur, il m'a eu 2 fois, hein, et à Berlin et à Gladbach. Ça n'a jamais été rose, tu vois, pas, c'est jamais vraiment trop bien passé, même s'il m'a fait jouer à Gladbach et tout ça, hein. Maintenant, on a la relation, on est comme ça. Comme quoi? Ok. Et tu fais 2 ans? Tu fais 2 ans professionnel au Hertha Berlin? Je signe 3 ans.
Mais en fait, je fais 2 ans, mais dans les 2 ans, justement, avec Lucien Favre, je m'entraîne pas. Je m'entraîne même plus avec les pros. D'accord. Ok. Donc, je joue avec la réserve. Ok. Et de la réserve, je pars en D2. À Augsbourg. Et au Hertha Berlin, oui, exactement. Et au Hertha Berlin, en tout et pour tout, j'ai joué un match. En pro. C'était Mais ton début. match de tes débuts, là. Fin. Ok. Donc, on va dire que tu gardes pas des Des bons souvenirs de bons là-bas. souvenirs du Hertha Berlin. Ah, moi, je garde des souvenirs de fou. Ok. De Berlin, en plus, c'est moi, tu sais, j'ai été rejeté de tous les centres de formation. Mhm. Là, quand j'arrive, tu sais, je suis dans le centre de formation, en gros. Hmm. Tu vois ou pas? À l'internat. Tu vois, à l'internat. Ouais. Il y avait d'autres joueurs. Je kiffais ma vie. Je dis, ah ouais, c'est ça, la vie, tout ça, là. Hmm. Et puis moi, ça va trop vite, hein. Je fais 6 mois à l'internat, je passe pro. Tu dois dégager dès que t'es pro. Tu peux plus rester à l'internat et tout Ok. ça. Mais j'ai vécu ça. Donc moi, Berlin, je kiffe de ouf. J'ai joué 2 ans en réserve là-bas. Mm. Ah, j'ai kiffé de fou. Ok. En plus, il y a des Français qui sont venus après et tout ça. Avec des gars, avec Malik Bolivar, à qui je suis encore, jusqu'à aujourd'hui, ami, c'est mon pote de ouf. On était ensemble là-bas. Et dans nos galères tu sais, de jeunes footballeurs qui apprennent la vie et tout ça, mais en réserve. Ok. Hmm. Ah, mais non, j'ai des super souvenirs. Ok. Et quand tu pars à Augsbourg, du coup, c'est pour te relancer. Donc, pour reculer, pour mieux sauter, vu que tu vas en D2 allemande. Comment se passe ta signature à Augsbourg et qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ce club? Mais pour de vrai, je me relance pas. Je me lance. Ouais, parce que Ouais, il a pas exact, joué. oui, Ouais, exactement. parce que je joue pas, moi. Oui, c'est vrai, Oui, c'est j'ai vrai. contrat pro, mais je joue pas à C'est Berlin, vrai. moi. C'est vrai. Donc, c'est bien beau, tu vois, Ouais, t'as ouais. contrat pro. Hmm. Augsbourg, ils viennent, on veut te voir, ils me prennent en essai, hein. Alors que je suis pro à Berlin, ils me prennent en essai. C'est-à-dire qu'ils sont pas sûrs de toi déjà. Ils sont pas sûrs de ton niveau. Non, ils ont mis une carotte. J'étais sûr, mais vous le payez le prix du transfert. Ok. Donc, je vais à Augsbourg. Premier entraînement, on fait une conservation, je me rappelle, hein. Le coach, il dit, oui, tu viens de voyager, tout ça. Tu sais, t'es neutre. Tu sais, tu joues avec les deux équipes. Ouais, électron libre. Avec ton libre, exact. Je joue, ouais, je fais mes trucs et tout ça. Et moi, je viens de 4ème division, mais c'est pro maintenant, c'est 2ème division. Hmm. Après l'entraînement, le coach, il vient me voir, il me dit, ouais, c'est bon, t'es pris. Direct. Parce qu'il voulait baisser le prix, en fait, il voulait me prendre et Mm. tout ça. Hmm. Et je vais à Augsbourg, exceptionnel. Première année, incroyable. Vous- Deuxième année, je me blesse très gravement, mais on monte. Et c'est la première fois que de Augsbourg l'histoire que Augsbourg monte. monte. Monte en Oh. première division. Exactement. Bundesliga. Et la montée, c'est un des moments les plus forts de ta carrière. Ouais. C'était Ouais, comment? c'est très fort parce que ils ont jamais vécu ça. Ok. Faut au moins que tu comprennes que quand je suis à Augsbourg, après mes 6 premiers mois, j'ai 14 offres de Bundesliga Wow. sur la table. Il y a 14 offres, c'est à moi de choisir laquelle je veux prendre. T'as eu ce luxe-là. Ouais. Et à ce moment-là, ton agent, c'est toujours Abdou Diop ou? Non, Ok. Abdou Diop, il est toujours là, mais il s'est associé avec d'autres personnes. D'accord. Donc c'est eux qui gèrent un petit peu et tout ça, mais il est toujours là. Ok, d'accord. Comme un Moi, mentor. jusqu'à la fin de ma carrière, il était là, Abdou Diop, hein. Ok. Moi, je suis quand même très loyal. Très Il a important. juste délégué à d'autres personnes qui avaient plus de possibilités de Mm. faire en sorte de ça. Mais comme je te dis, après mes 6 premiers mois, j'avais 14 offres sur la table. Incroyable. Incroyable. À partir de ce moment-là, tu te voyais comme étant un joueur qui pouvait s'imposer en Bundesliga ou pas? Oui, sur la durée, oui. Ok. Ah ben oui. Parce que en Allemagne, tu vois qu'il y a beaucoup de joueurs, quand ils sont très forts en D2, ils réussissent aussi en Bundesliga. Ok. Donc moi, oui. Après, le club m'a pas laissé partir. Sur les 14 offres, tu devais savoir laquelle était la mieux pour toi. Donc finalement, on a décidé Stuttgart, financièrement, avec le coach et tout ça. Là. Donc on est parti à Stuttgart, mais je savais, oui, que oui, je vais venir en Bundesliga. En fait, je savais que mon niveau, c'est la Bundesliga, Ok. c'est pas la deuxième Ok, d'accord, ok. division. D'accord, ok, je vois. Donc quand tu signes c'est à quel moment qu'elle intervient la sélection guinéenne à ce moment-là? Parce que là, tu signes à Augsbourg en 2009 déjà. Mhm. Donc, je pense que je fais tes débuts en sélection en 2010. Mhm. Donc, on va dire qu'il y a 1 an d'écart entre vraiment ta première saison professionnelle du moins en Allemagne avec Augsbourg. Comment le Silly National entre en contact avec toi et par quels moyens? Bah, le coach, Michel Dussuyer, Ok. il me contacte. Non, la première fois d'ailleurs que j'ai un contact avec la sélection nationale, je suis en réserve. Ah, j'ai un contrat pro, tu vois, mais Mhm. je joue en réserve. Mhm. Je m'entraîne et je suis un joueur de réserve, peu importe si j'ai un contrat pro et tout ça.
Je me rappelle la sélection, je crois que c'était Robert Nozaret ou quelque chose comme ça. On m'appelle, alors que je suis en réserve. Hein. Il me dit oui, on est intéressé pour que tu viennes avec la sélection guinéenne. Et je dis non. Pourquoi? Je dis mais la sélection guinéenne, on peut pas prendre un joueur de réserve pour jouer en sélection guinéenne. Ok. Tu sais, c'est pas logique dans ma tête. Et je dis non, ouais, non, c'est mort et tout ça, c'est les premières approches. Ensuite, je vais à Augsbourg, donc je fais un très bon début de saison, je fais tout et tout ça. Et Michel Duché, il m'appelle. Et quand il m'appelle, j'étais à 2 doigts d'aller chez les Espoirs, en France. Ah oui, ok. Et comment t'as tranché du coup? Il faut faire un choix. Donc moi, j'appelle mes parents, mon père, ma mère. Et moi, écoutez, voilà, c'est ça la situation. Potentiellement, je peux aller chez les Espoirs en France. Il y a la Guinée qui m'appelle en A. Mes 2 parents, ils me disent, joue pour la Guinée. Peut-être si je joue pour la France ou les Espoirs, peut-être je vais aller en... Je sais pas ça. Je sais pas. On parle même pas le niveau, hein. Surtout que t'as pas un parcours, on va dire que t'as un parcours assez atypique quand même. Déjà, t'as pas fait de centre de formation concrètement. Donc on va dire que t'es peut-être moins formaté pour l'équipe de France que d'autres jeunes qui sont en centre de formation, par exemple. Exactement. Mais parce que moi, je connais pas tout ça. Ouais. Mais j'en sais rien, moi, tu sais, de ce qu'ils ont vécu. Ah, le centre, c'est dur. Chaque année, tu joues ta vie. Peut-être on te garde pas. Moi, j'ai pas vécu ça. Donc, moi, quand la Guinée vient, je parle avec mes parents. Mes parents me disent que leur souhait premier, c'est que je joue pour la Guinée. Et moi, j'hésite pas à me dire, ouais, mais attends, non, 5 ans, peut-être que Ouais, ok. je vais aller en France. Et ça se trouve pas du tout, même. Tu sais, il y a même pas de discussion. Et moi, j'ai dit, ok, vas-y, on y va. Sans discuter. En fait, c'était clair et logique. C'est la fierté de tous mes parents, de toute ma famille qui est en Guinée. Et je dis, vas-y, on y va. Et tu étais, excuse-moi. Parce qu'on voit que tes parents, ils ont une place super importante aussi dans ta carrière. Parce que ta mère qui te dit dans un premier temps de partir à Berlin, et là, on te dit de choisir la Guinée. En vérité, à chaque fois qu'ils te disaient de faire quelque chose, tu suivais sans forcément réfléchir. Juste pour les faire plaisir. Tu peux nous parler un peu de ta première sélection? Comment tu l'as vécu? Où c'était? Tes premiers accueils? Comment les gens t'ont accueilli déjà en sélection? Comment c'est passé? Première sélection à Marseille. Ok. Match contre le Mali. J'arrive en sélection. Tout jeune, tout nouveau et tout ça. Des 2 Allemands, Augsbourg, personne ne connaît. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je pars sous-sous. Ok. Je comprends. Ok, d'accord. Et j'arrive là-bas, je fais genre, je comprends pas. Ah, pour voir si... C'est même pas genre, je fais genre, je comprends pas. Ouais. T'as pas été mis dans une situation qui te permet de montrer que tu comprends. Ouais, que moi, il comprend, tu vois ce que je veux dire? Et j'arrive, ma première sélection, c'est avec Florentin Pogba. D'accord. On est ensemble et tout ça, en chambre et tout ça. Et donc, ça parle sous-sous, ça parle sous-sous, ça parle sous-sous. Et je vais te dire, ma première sélection, pour de vrai, c'était un cauchemar. Oh. C'est-à-dire que, non, toute la semaine, en gros. Ok. Parce qu'aux entraînements, frérot, on va se mentir, hein, je suis nul. D'accord. Tu sais, tu vois des mecs qui viennent, ils rentrent vraiment Ouais, dedans. ouais, c'est pas le même football. Tu sais, ouais, exactement. C'est pas le football en Allemagne. Moi, je suis exilé sur le côté. On me donne le ballon, tu dribbles et tout ça. Non, là, ça te rentre dedans. Mais tu sais, ça te fait peur même. Hein. Tu vois pas, Vraiment, c'est qui ce petit-là? Regardez-le, qu'est-ce qu'il peut faire et tout ça, blablabla. Vrai. Et le coach, Michel Dussuyer, c'est ça que Michel Dussuyer, les gens ils disent que c'est mon papa. Hein. À juste titre d'ailleurs. Il me dit, ouais, tu commences le match. Donc, je commence le match. Je te dis, hein, vraiment, la première demi-heure, catastrophique. Catastrophique. Je ne gagne pas un duel, pas un ballon, rien. Je te dis, les 20 premières minutes et tout ça, catastrophique. Mais qu'est-ce qui explique ça pour toi? C'était le stress ou bien c'était quoi? Ben, il y a le stress. Et puis après, tu joues pour ton pays aussi. Et tu as le stress aussi pour tes parents, de tous les gens qui sont venus. Ben, tu joues pour chez toi. Ouais. Et nous, on est un petit pays, hein, tout se sait. Hein. T'as la fierté que ton fils il soit là-bas. Et c'est pas bon, ça va au quartier. Hein. Ça, c'est clair. Et dans la tribune, j'ai mon frère et mon cousin qui commencent à m'insulter. Oh. C'est vrai.
Mais des vraies insultes. Et moi, je les regarde et je dis, mais vous m'insultez et tout ça. Et là, ça change tout mon match. Et je marque et tout ça. Mhm. Après, je fais une super deuxième mi-temps. Et puis, c'est comme ça que ça se lance l'aventure. Première sélection. Mais tout avant ça, je te jure que c'était dur. Parce que j'étais pas bon, j'étais pas à ma place et tout ça. Ok. D'accord. Déjà, quand tu arrives en sélection, j'imagine qu'il y a des joueurs emblématiques quand même, comme Pascal Feindouno. Bien évidemment. Et nous, dans nos recherches, on avait vu que tu avais rencontré Pascal Feindouno déjà avant dans un mariage. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là? Ouais. Et après, de quand tu le retrouves en sélection? Pascal, il est invité, je crois, il est témoin dans un mariage. Et le gars pour qui il est témoin, en fait, c'est un militaire. Et ce militaire-là, il a vécu chez nous. D'accord. Il était avec mon père et tout ça pendant des années. Donc, c'était lui le parrain. Et moi, j'étais tout jeune. Hein. On était en Guinée. Ils ont fait le mariage. On a dit Pascal Feindouno. Moi, je vais le voir. Et il dit, ouais, c'est toi, Pascal Feindouno, et tout ça. On peut faire une photo et tout ça. Hein. Et je lui dis, attention, dans quelques années, je serai plus fort que toi. Avec du culot directement comme ça. Comme ça. Ouais. Mais tu sais, sans penser à quoi que ce soit. Ouais. Après, on allait jouer ensemble. Comme ça, mais genre, comme un petit enfant qui lui dit la chose. Il t'a répondu quoi? Bah, il m'a dit, ouais, ok, petit, et tout ça. Mais parce que, il y a combien les petits qui lui disent ça, tu sais, et comment tu veux même le prendre au sérieux pour de vrai? Ouais. Il le prend pas au sérieux. Et il avait tout ça. Des années après, c'est moi, je lui ai raconté à Pascal, j'ai dit, tu te rappelles, il y avait le mariage de lui, il me dit oui, j'ai dit, tu te rappelles le petit qui te parlait comme ça? Bah, c'était moi. Et il a déjà halluciné quand même sur le moment. Ouais. C'est incroyable. Bah, c'est sans rappeler, hein. Ouais, bon. Mais oui, ouais. Et à ce moment-là, on va dire que tu lances bien ta première sélection avec une victoire face au Mali. Suite à cela, il y a un moment marquant dans cette période, on va dire entre guillemets, juste après, on va dire peut-être 2 ans après, c'est le moment où tu qualifies la Guinée pour la CAN 2012. Pour rappeler le contexte un peu aux gens, la Guinée avait besoin d'un match nul pour pouvoir se qualifier en CAN. Et vous êtes à Abuja, donc face au grand Nigeria quand même, et tu marques un but à la 102e minute. 112e minute, pardon. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment et comment tu t'es senti à ce moment-là et même au niveau de la famille? J'imagine que ça devait être un truc de fou. Mais c'est une sorte de dingue parce que, et quand je dis aux gens, hein, le plus dur, hein, c'est pas une Coupe d'Afrique, hein, c'est les qualifications d'une Coupe d'Afrique. Le plus dur, c'est pas une Coupe du Monde, hein, c'est les qualifications d'une Coupe du Monde en Afrique. Nous, on va au Nigeria et la veille du match, moi, j'ai appris l'anglais très tôt, tu vois ou pas? C'est-à-dire qu'à 16, 17 ans, je parlais couramment anglais déjà. Okay. Et quand on est assis, il y a la dame de l'hôtel qui dit aux autres, ouais, demain, il y a un match important, on va leur mettre les restes et de la merde, quoi, à manger, tu vois ou pas? Ok. Elle le dit, la responsable de l'hôtel. Moi, j'entends ça. Je vais voir les responsables. Je dis, ils ont dit qu'ils vont nous mettre de la merde à manger et tout ça, là. C'est l'ambassade de Guinée au Nigeria qui nous ramène à manger. Parce qu'on touche plus leur bouffe. Parce que j'ai entendu ce qu'elle a dit. Incroyable. On arrive au stade. On n'a pas le droit d'aller sur le terrain. Pas de reconnaissance de terrain. On est obligé de rester dans notre vestiaire. On n'a pas le droit. Ah ouais. Ah, c'est un contexte spécial. Parce qu'il faut rappeler que à ce moment-là, la qualification se dispute entre les 2 pays. Exactement. Le Nigeria était obligé de l'emporter face à vous pour pouvoir se qualifier. Exactement. Non, je crois c'est ça, ou alors peut-être que même un match nul, ça les allait. Non, un match nul, ça vous qualifiez vous, et eux n'ont pas pu participer à la Coupe du Monde 2012. Ouais, voilà, c'est quelque chose comme ça, ouais. la CAN. La CAN, pardon. Et c'est quelque chose comme ça. Pas de reconnaissance de terrain. Il y a un moment, il y a 1-1. Tu sais comment ils marquent leur but? Non. Le ballon, il sort. Ils doivent nous le rendre. Ils jouent la touche. Ils ne rendent pas le ballon. Ils vont en contre et ils marquent. Ah, donc manque de fair play, quoi. Total. Et donc, il y a 1-1. Nous, on est qualifiés, hein. Eux, ils doivent pousser pour mettre le deuxième but. Ils font tout ce qui est en leur possession et tout ça. Nous, on joue. 112e minute, je marque. Tu sais qu'il y avait 3 morts sur le terrain? Ah oui? Vraiment. Morts, crise cardiaque, sur le terrain. 3 morts.
À cause de ton but à la 112e minute. 3 morts. Tu sais quoi, après le but, l'arbitre, il siffle, escorte et tout ça, hein, pour sortir du stade. Et moi, je me rappelle, hein, mes idoles et tout ça, hein. Kanou, là, était là. Okocha, ils étaient là. Je les vois. Moi, je voulais même dire, hey, JJ, c'est toi. Ils changent de maillot et tout. Rentre vite dans le vestiaire. Non, ils jouaient pas. Non. Ah, oui, J'ai oui, raison. oui. Je voulais rentrer dans le vestiaire. Mm. On est rentré dans le vestiaire, on est parti et tout ça. Directement. Ouais. Ok. Et parce que il me semble que c'était quand, avant cette CAN-là, c'était quand votre dernière CAN? Vous avez pas participé à celle de 2006? 2010, non, je crois que 2006, non. Je pense que vous avez- 2010, on l'a pas fait. Attends, 2010, c'est où? Angola. Non. Ok. Donc ça veut dire que c'est un Nous, retour on a en fait Coupe la d'Afrique. Guinée équatoriale. Tu sais, quand il y avait eu Gabon, Guinée équatoriale. Oui, ça c'est 2012 du coup. Ouais, c'est là que, ouais, D'accord. c'est ma Donc, première c'est canne, un celle-là. c'est un Ouais. retour en Coupe Mais d'Afrique. avant ça, moi, j'étais pas là. D'accord. Mm. Suite à cela, du coup, vous vous qualifiez pour la CAN. Comment tu vis cette expérience, cette Coupe d'Afrique des Nations, disputer une Coupe d'Afrique pour son pays? Exceptionnel. Surtout qu'à ce moment-là, il me semble il reste encore les Pascal Feinduno, des joueurs comme ça. Donc, Ouais, Ouais, sur la fin. c'est la dernière canne. c'est la il dernière ressort. CAN. Il y a Djambobo Baldé, Pascal Fenduno, Ismaël Bangoura, Ibrahim Ayatara Mm. et tout ça. Dans le jeu, on fait une canne incroyable. On joue contre le Mali. Mm. Là, je me On fait rappelle, un match c'était... de malade. Ouais. Et on gagne 6-1, je crois, contre le Botswana. Mhm. On fait 1-1 contre le Ghana et on est éliminé. Ouais. Mais c'est la canne où j'ai le plus de regrets. Parce que je me dis que si sur cette canne-là, on aurait réussi à passer les poules, Mm. il y aurait peut-être quelque chose de possible. Ok. Mais exceptionnel, hein. Parce que je sais que vous aviez quand même dominé le Mali. Tout le match. Et je crois que c'est un but de Bakay Traoré Exactement. qui vous Exact, c'est surprend. qui nous tue. Ouais. Exactement. Mais ce match-là, on les a tués de A à Z, hein. Mm. Si, je me rappelle. Mais vraiment. Et je dis, après, on a eu la revanche en 2015. Ouais, Contre avec eux. les tirages au sort. Où ils nous ont tués de A à Z. Et on a fait match nul. Et après, il y a eu le tirage au sort. On va Exactement. revenir, on va revenir revenir sur après. ça de toute façon. Mais est-ce que Exactement. tu sens un changement de statut à partir de ce moment-là, quand même? T'es plus vu comme le petit qui était bizarre, qui jouait pas bien. Donc, tu t'es En amélioré. fait, moi, très vite dans la sélection, j'ai pas eu le truc de fais tes preuves et tout ça, tout ça. Parce que j'étais très bon très vite. Mhm. Donc, directement, on m'a mis l'étiquette de le prochain Fendono, en gros. Ok. Surtout que Fenolé t'appelait déjà le Messi. Eh ouais, ben, en gros, c'est maintenant, il est plus là, c'est à toi. Ok. C'était ça, le truc. C'est à toi. À ce moment-là, lorsqu'il y a eu la CAN 2012, donc tu disais que vous aviez pas mal des regrets Hmm. par rapport à cette aventure. Vous participez à celle de 2013? Non. Non, vous participez pas à celle de 2013, vous participez à celle de 2015. Ouais. Et celle de 2015, du coup, pour y revenir là-dessus, C'est un sketch, hein, cette canne. cette CAN, c'était surtout cette poule. Ouais. Elle était incroyable parce que vous faites tous 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. C'est la poule de la mort, hein. Exactement. Donc, Mali, Guinée, Cameroun, Côte d'Ivoire. Ouais. La Côte d'Ivoire est la seule équipe qui remporte Qui gagne un un match. Et ils sont tranquilles. Voilà, contre le Cameroun. Et vous, à ce moment-là, sur le dernier match, il faut se départager. Donc, l'équipe qui gagne va logiquement se qualifier. Et vous faites 1-1. Mhm. À ce moment-là, il faut vous départager le tirage au sort. Comment vous l'avez vécu, comment vous avez vécu ce moment d'attente du tirage au sort après le match? Parce que le tirage au sort a eu lieu le lendemain. Après, ouais. Surtout Foussine Diawara, il nous a raconté un peu comment est-ce que ça s'est passé. C'était la fausse. Ouais, il m'a dit que il nous a dit que c'était très, très tendu, même dans l'avion, etc., etc. Raconte-nous un peu comment vous l'avez vécu du côté de la Guinée. Bah, déjà, moi, peu importe l'équipe qui parte, hein. Et comme je te dis, hein, tu vois, en 2012, Mhm. on a perdu, mais on aurait mérité de gagner parce qu'on était vraiment beaucoup plus fort qu'eux sur le match. Si, je me rappelle. Ce match-là, ils étaient plus forts que nous. Mhm. Aussi simple que ça. Seydou Keita loupe un penalty, notamment. Il loupe un penalty, exactement. Nous, on marque un penalty, c'est Kevin Constant qui marque. Et ils avaient une vraie équipe, hein. Mm. Eh, vraiment, il y avait une vraie équipe. Ben, je pense que c'est cette année-là que le Mali aurait pu aussi faire quelque chose. Ah, ils avaient une vraie équipe, hein, et tout ça. Avec Bakary sur le côté, tout ça, hein. Bon. Donc, on finit 1-1. Et t'arrives avec ce résultat-là, où il n'y a plus rien pour départager. Même pas le fair play, Ouais, rien. rien. Ouais, parce que même en termes de carton jaune, vous êtes à égalité. Et donc là, tu te dis,
Bah, tu sais, ils ont prévu dans le règlement qu'on va tirer les pénaltys. Normalement, ça devrait être ça. Mais dans la logique comme ça, on règle ça sur le terrain. Mm. Et en sachant que, tu vois ça, là, c'est éliminer le Cameroun. Hein. Oublie pas la poule. Hein. Ouais. Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, Guinée. Cameroun, dehors. Ouais. Donc maintenant, on sait que ça va être au tirage au sort. On prend l'avion tous ensemble. Ça joue au Uno dans l'avion. Ouais, Ça joue au il nous a cartes, dit ça, ça joue au Uno et tout ça. Tout le monde se connaît. Mm. Tout le monde se connaît. L'autre, c'est son pote, l'autre, il joue avec l'autre c'est son gars, l'autre, c'est son gars. On est dans l'avion, on rentre ensemble, tout le monde se connaît. Ok. On arrive à l'aéroport. Il y a 2 bus qui se séparent et il y a un tirage au sort. Des hôtels. Ouais. Vous allez là-bas, vous allez là-bas. Tirage au sort, vous rentrez chez vous. C'est incroyable. En plus, ils ont pas démérité, c'est Ouais. ça que je veux dire, le Mhm, Mali, ouais. tu vois, pas. Si en plus, vas-y, t'as été dégueulasse, tu vois, parce que je veux dire, t'as pas été bon. Vas-y, tranquille, tu sais, rentre chez toi. Nous, on n'a pas de démérité, eux, ils ont pas de démérité, mais tu peux pas faire ça. Laisse-nous régler ça sur le terrain, en fait. Mhm. Ah, ok, statu quo, penalty. Tirez vos penalties, c'est lui qui sort et puis c'est réglé. Et tu sais que c'est la seule fois que c'est passé, hein. Ouais. Je crois qu'il y a eu une première fois dans les années. En fait, je sais pas s'il y avait Ah les bon mêmes je sais pas s'il y avait les mêmes conditions. Parce que le Maroc a déjà eu tirage au sort, mais après, je sais pas si à l'époque, il y avait déjà le fair play, tout ça, Ouais, tout ouais, ça. ouais. Ça, c'est... Non, mais est-ce que Je c'est... pense la- qu'avec autant de trucs égalés, Oui, en fait, c'est la tout première fois. était pareil. Ouais, c'est Genre, vrai, en ouais. gros, on a mis le même nombre de buts, Ouais. on a encaissé le même nombre de buts, et le Fair même nombre de play, cartons, ouais. tout. C'est incroyable. Parce qu'on se rappelle que Sénégal, en 2018, ils sont éliminés de la Coupe du Monde au carton jaune. Ouais. Ouais. Incroyable, hein. Incroyable. Mais d'ailleurs, à cette période-là aussi, il y avait un autre problème aussi qui touchait, on va dire, le peuple guinéen et même un peu dans l'Afrique de l'Ouest, l'Ebola. Et voilà. Comment vous, est-ce que vous l'avez vécu? Parce que je pense que par moment, on a dû vous voir un peu comme la peste, vous ramenez l'Ebola et tout Vous ça. étiez Comment évité, quoi. Vous étiez évité, comment vous l'avez vécu? Ah, chaud, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Mais Ebola, c'est en parallèle de cette Coupe d'Afrique, Coupe d'Afrique, ouais. Ouais. 2015. Mm. C'est-à-dire que nous, on joue toutes les qualifs à l'extérieur. Au Maroc, non? C'est ça? On joue nos matchs à domicile au Maroc et d'autres à l'extérieur. Je me souviens, moi, ça m'a marqué en Ouganda. On est arrivé après l'hymne national. Tu donnais la main à l'adversaire, il faisait ça. Ah, comme si vous étiez tous porteurs de la maladie, quoi. Alors que toi, peut-être de l'Ouganda, t'es peut-être plus proche de la Guinée ou des régions où il y a ça que moi qui vis en Allemagne. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais. Comme ça. Ça. Les mecs, ils voulaient pas nous toucher. Ils nous prenaient pour des parias. Ok. À l'aéroport, pareil. Ils contrôlent un emploi à finir. C'est pour ça que quand moi j'ai eu ma prime, quand on s'est qualifié, tiens, on a une prime et tout ça, ma prime, je l'ai reversée à la Croix-Rouge qui a soigné les malades d'Ebola. Toute ma prime. D'accord. Toute ma prime. L'intégralité, hein. Ça, c'est une C'est un geste très fort. C'est super fort. Parce que je me rappelle même, on va dire, par exemple, un joueur qui a pas joué pour l'équipe, parce qu'on parlait d'un joueur qui a pas joué pour l'équipe de la Guinée, Joshua Guilavogui aussi, il avait fait des gestes aussi. Il y avait plein de joueurs qui avaient parlé de la situation, Ouais, etc. Mais vous, en tant que joueur, vous étiez vraiment ambassadeur du peuple et on va dire que vous étiez là aussi pour pouvoir mettre de la joie au peuple. Moi, je veux revenir sur cette CAN 2015, que tu nous expliques un peu, lorsque vous passez les poules, est-ce que ça a été quelque chose de motivant pour vous? Ou même, est-ce que ça a été un élément de motivation pour vous pour pouvoir aller plus loin dans cette CAN? Non, Non, pas du tout. je pense pas. Je pense que dès qu'on passe les poules, en fait, tellement, en fait, c'est aléatoire, c'est à pile ou face. Mhm. Après, en plus, tu joues contre le Ghana, hein. Mhm. On perd 3-0, je crois. Qu'en fait, t'as plus la mobilisation. Et tu sais, t'as même pas tout le travail qui est mis en place, en gros. Vas-y, on fait récup, on se concentre sur l'autre, on fait ça. Parce qu'en fait, tu te dis, oh, en fait, on va faire tout ça et on va rentrer chez nous. Ouais. Je dis pas que c'est bien, hein. Mhm. Mais non, Ok. on l'a pas eu. On l'a pas eu. Et donc, logiquement, tu sors contre le Ghana, ouais. Ok, ça veut dire que ce que tu es en train de nous dire, c'est que vous vous êtes laissé aller après le tirage au sort. Non, c'est pas tu t'es laissé aller. Ce que je veux dire, c'est que le temps que tu te mobilises, tu te remobilises Que tu te entre remettes le dans ta fait de compétition. dire
Ça se trouve, je vais partir. Mm. Ça se trouve, bon, regarde. Ok, il n'y a pas de transition. Mais regarde, je te donne un exemple. Mm. Le Mali. Mm. Imagine, le coach, il avait déjà tout bien réglé. Ouais. Ah, je sais, on va jouer contre eux, on fait Mm. tout ça. Il a fait tout le boulot. Et nous aussi, notre coach, il a fait tout ce boulot-là. Hein. Mm. Et en fait, tu dis, ouais, vas-y, pile ou face, en fait, vous rentrez chez vous. Ok. Tu peux. Ouais, c'est un peu compliqué. Ok, ils peuvent être préparés comme ils veulent. Ça compte pas puisqu'ils rentrent chez eux. Ouais, c'est ça. Ok. On a sauté une petite étape quand même pour revenir sur la carrière professionnelle. Parce qu'avant cette CAN 2015, tu signes en 2014 à Gladbach. Ouais. Donc, déjà, je voulais savoir, parce qu'on va dire qu'à cette période, il y a pas mal de clubs qui retenaient les joueurs ou ce genre de choses. Mhm. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ce genre de situation? À Gladbach notamment, par exemple? À Gladbach. Ben, pour les qualifs de la Coupe d'Afrique 2015, il nous reste 2 matchs. Togo chez eux et Ouganda chez nous. Si on gagne les 2 matchs, on est qualifié. Ok. On est dans la poule à ce moment-là. Mais si on gagne les 2 matchs, on est qualifié. Et donc, je reçois ma convocation, j'y vais et tout ça. Et il y a le médecin du club qui me dit, ouais, mais si tu vas après avec Ebola, tu seras en quarantaine et tout ça pendant 3 semaines. Donc, choisis si tu veux ou pas. Et bah, mets-moi en quarantaine 3 semaines. Je suis parti. Quand je suis revenu, Lucien Favre, il a dit, tu t'entraînes normalement et tout ça. Mais ils m'ont fait là. Ils t'ont menacé quand même Non, j'ai pas envie de dire menace, mais ils ont voulu jouer. En fait, il y a aussi le truc de qu'est-ce que tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Hein. Mhm. Ça compte aussi. Mhm. Est-ce que tu as dit que tu dis ça, tu dis ah ouais, j'ai peur, mais je vais rester là. Ou tu dis ouais, moi je vivais quand même. Après, vas-y, on verra les conséquences. Mhm. Ok. Et ta signature à Gladbach, on va dire, c'est quand même une grosse majeure partie de ta carrière parce que tu y fais 7 saisons. Déjà, même avant même de Gladbach, il avait plusieurs clubs qui étaient sur lui aussi. Apparemment, il devait signer à Schalke, je crois. Pourquoi? Ça parlait de Liga espagnole. Ça parlait de Liga espagnole, de Première Ligue, etc. Pourquoi Gladbach déjà? Mais déjà à la base, j'avais Valence, Everton, Marseille. Oh, ok. Ma mère, elle est fan de Marseille. José Anigo, il appelait ma mère pour que je signe là-bas. Ok. Monaco, qui était intéressé. Valence, Everton et tout ça. Mais moi, je voulais rester en Allemagne. Et à l'époque, il y avait Schalke. Et là, on parle de l'époque du gros Schalke, pas de Schalke, des deux là. Hein. Klaas-Jan Huntelaar, Manuel Merci. Neuer. Voilà. Ouais. Non, Neuer, je crois qu'il était parti. Mais les oui, c'est ce Schalke là. Ok. Tu sais que j'ai fait ma visite médicale. Après. Tu sais que j'ai fait ma visite médicale. À Schalke. Ok. Tout était réglé. Je vais juste repartir pour signer mon contrat, c'était fait. Il y a Gladbach qui m'a appelé. Et ils m'ont dit, ouais, on veut juste discuter avec toi. On sait qu'avec Schalke, tout est bon et tout ça. Donc, il y avait Favre. Donc, on se rencontre avec Gladbach. Il y a Favre, il y a Max Eberl, maintenant qui est au Bayern. On discute et tout ça. Et ils posent leur plan et tout ça. Oui, on veut ci, ça et ça. Ok. Je monte dans la voiture avec mon agent. Lui prend le train, il va à Berlin. Moi, je prends le train, je rentre à Stuttgart. Il me dit, vas-y, donne-moi ton avis dans 2-3 jours. Je suis dans le train, 30 minutes après, je l'appelle, je dis, non, viens, on va à Gladbach. Parce que c'est clair, le projet. Schalke, il y avait plus d'argent et tout, hein. Plus de gros joueurs et tout ça. Hein. Okay. Non, je vais à Gladbach. Ok. Donc, c'est vraiment le projet, juste le fait de la discussion qui a vraiment influencé sur ta décision de rejoindre le club. La discussion avec Max Eberl et Lucien Favre. C'est tout. Malgré la mauvaise expérience que tu avais eue avant avec Lucien Favre, t'es passé outre et t'es parti quand même. Mais c'est pour ça que je dis, mais ça, c'est le football maintenant, tu vois pas? C'est le truc de. Et moi, je l'ai beaucoup fait avant. Hein. Ah, tu m'as fait ci, vas-y, on se calcule plus. Fin de l'histoire. Moi, je suis très belliqueux, tu vois ou pas? Ah, vas-y, tu m'as fait ci, on n'a pas les mêmes valeurs. Vas-y, toi, tu peux mettre de côté. Moi, je fais ma vie, toi, tu fais ta vie, tout ça. Ça sert à rien dans le foot. Bon, de vrai. Ok. C'est un sac comme ça, vous allez vous rencontrer. Tôt ou tard. Tôt ou tard, vous allez vous rencontrer. Ouais. Qui aurait cru que Lucien Favre, il aurait dit, oui, c'est celui que je veux là, Elié, c'est Ibrahima Traoré. Celui que j'avais, que je voulais pas. Ouais. Mais c'est la vie. Et c'est le football, c'est comme ça. Ouais. Le football, il a zéro mémoire. Ouais, c'est ça, clairement.
Moi, je voulais revenir sur un truc juste après. C'est que, on va revenir un peu sur la période CAN 2015, etc. Où vous sortez en... Ah, il aime cette canne. Ouais, non, j'aime cette Il canne. aime trop. Il aime trop cette canne, lui, là. Ouais, c'est normal parce qu'on a gagné, nous, les Ivoiriens. Ah, c'est pour la ça. canne de Yaya Touré. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il Mais- aime cette canne. hein. Mais c'est surtout, moi, c'est surtout pour après que je reviens là-dessus. Parce que tu fais une pause avec la Ouais. sélection. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Bah, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des pauses en sélection. Hein, Ouais. parce que, ils se disaient dans l'organisation ou quoi que ce soit, ça les plaisait pas. Nous, on voulait juste un petit peu changer les choses. C'est quoi que vous réclamiez? Bah, en fait, moi, je connais les réalités de mon pays. Je sais aussi ce que le football, il veut dire dans mon pays. C'est-à-dire que quand moi, je prends une prime de qualification et que je la donne pour la bonne cause À la Croix-Rouge. à la Croix-Rouge pour des gens, j'estime en retour que ce que j'ai fait, ce geste-là, je peux le faire si vous me mettez dans des bonnes conditions. Mhm. Parce que, oui, et même pour les autres joueurs, on peut gagner plus d'argent, mais on peut aussi aider plus le pays. Ouais. Je te dis un truc, hein, tu vas jamais croire. Je n'ai jamais touché une prime de match de la Guinée de ma vie. Ah ouais? Non. Mais par choix ou parce qu'ils t'ont versé pas? Mais les familles, Ok. t'as la famille là, hein. Je n'ai jamais touché une prime de match. Avec quoi je suis parti chez moi, j'ai dit, ah, vas-y, j'ai gagné ça avec la sélection. Jamais. Je n'ai jamais gagné un franc avec la sélection guinéenne. Ok. Et je dis, c'est parce que j'estime que je gagnais bien ma vie, tu vois Ouais, ou pas? c'est Il ça. n'y a pas de problème. C'est quand même de l'argent. Mm. Et moi, je dis, si moi je suis prêt à faire ça, mettez-nous au moins dans des bonnes conditions. Mhm. Et ces conditions, à ce moment-là, je te parle, hein, Mhm. elles n'étaient pas réunies. D'accord. Moi, et en plus de ça, moi, je suis parti en conflit avec mon club parce que l'histoire d'Ebola, quarantaine et tout ça. Et en fait, quand tout n'était pas réuni, tu sais, au moment où tu dois rentrer chez toi, Mhm. ben en fait, tu joues mercredi, en gros, bah, jeudi, tu es à l'entraînement. Ouais. Le club, c'est les clubs pro. Mm. Ils ont tout prévu pour que jeudi, tu as ton massage et tout ça. Mercredi, tu puisses faire la mise en place. Samedi, tu joues. Mhm. Quand tu joues mercredi, mais tu arrives vendredi soir. Ah ok. Ben, au moins, tu dis, mais faut pas qu'on se trompe de combat. Et ça, je l'ai dit une fois et tout le monde m'est tombé dessus. Faut pas se tromper de combat. J'ai dit, l'équipe nationale, c'est la chose la plus importante du monde. Et non, mais vous vous trompez de combat. Si t'as pas de club, t'as pas d'équipe nationale. C'est clair. C'est vrai. Tu peux l'aimer, hein. Ça, y a pas de problème, hein. Tu donnes tout pour l'équipe nationale. Limite même, hein. Plus qu'en club. Mais frérot, si t'as pas de club, pour de vrai, si t'as pas de club, tu joues pas. Ça n'existe pas, l'équipe nationale. C'est vrai. Ça, c'est pas fou. Il y en a combien des joueurs qui ont 0 club, mais qui sont en équipe nationale? C'est vrai, à part dans les Qui s'estiment de bon niveau? Il y en a pas. Ok. Non, ça s'entend, ça s'entend. Et pour avancer un peu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu, ça parlait de conflit avec Luis Fernandez après. Mhm. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Est-ce que tu peux donner, entre guillemets, ta version de l'histoire? C'est pas compliqué, la version de l'histoire. Moi, la première fois que Luis Fernandez, il m'appelle, Mhm. la première conversation que j'ai avec lui, d'ailleurs, il est avec l'intendant. Mhm. Et l'intendant, il lui donne le téléphone. Et il dit, moi, j'ai mis Ronaldinho sur le banc. Ah, c'est ce qu'il te dit? C'est les premiers mots. On s'est jamais parlé avant de notre vie. Hein. Ok. D'accord. Et je lui dis, ok. Il me dit, pour moi, donc, il n'y a pas de star. Parce que moi, j'étais capitaine. Hein. Mhm. Il dit, pour moi, il n'y a pas de star. J'ai dit, ok, et tout ça, non. On parle un peu, je raccroche. Il fait une sélection où moi, j'ai dit que j'arrêtais, je me fais une pause et tout ça. Il me met dedans. Moi, je comprends qu'il veut me la mettre. Ok. Ouais, pour devant le public. Je comprends. Ok. Il met moi dedans, il met mon pote Raza dedans. Il met Bounassar dans la sélection, alors que Bounassar, il a Il a jamais jamais. joué pour la Guinée. Hein. Mm. Il est jamais venu. Mm. Il était en réflexion ou quoi que ce soit. Il est jamais venu. Mm. Il le met aussi dans la sélection.
Tu pourras vérifier. Hein. Si, je suis au show, je m'en rappelle. Et donc, nous, évidemment, bah, on n'y va pas. Moi, je suis en vacances, en plus, avec Razar, on est à Mykonos en vacances et tout ça. Ça nous appelle. Ouais, on vous ramène un avion, vous venez en sélection, vous voulez aller voir le coach et ça. Je dis non, hors de question. Moi, j'ai parlé avec toi, tu nous mets dans le truc et tout ça. Mm. Tu mets dans la sélection. En gros, tu sais, tu nous mets un peu dans la merde, tu vois ce que je veux dire, hein. Parce que moi, je comprends, c'est quoi. Ouais. Là, t'es nouveau, tu veux montrer aux gens que, vas-y. Je l'ai appelé et Ouais, il voilà. n'est pas venu. Et t'appelles un joueur qui a jamais de sa vie dit qu'il voulait jouer pour la Guinée. Bounassar. Ou alors qui s'est pas positionné, tu vois ce que je veux dire? Tu le mets dans la liste. Bon. On finit nos vacances, on nous appelle encore. Ouais, non, faut aller le voir. On se déplace, hein. On va le voir. Hein. On va le voir. Ça se passe pas bien. Ça, il y a des phrases, des ci, des ça. Vas-y, c'est quoi, laisse tomber. Je suis avec mon pote. Je suis avec Razagui, hein. On rentre, on dit, vas-y, laisse tomber, on vient pas. On part. Et je te dis que tout ce que je te dis, c'est vérifiable. Hein. Non, il n'y a pas de... Non, on mais est non, là non. pour ça. Hein. Non, mais je te dis, c'est vérifiable. Tu pourras le regarder. Ouais. Il exige pour que si nous, on veut jamais revenir en sélection, si on veut revenir en sélection, qu'on écrive une lettre au pays d'excuses. Est-ce que le peuple vous en voulait? Pas du tout. Donc, pour revenir en sélection, il faut s'excuser auprès du Du pays. peuple. On parle de football, là. Ouais. Il faut écrire une liste d'excuses au peuple. Genre, on les a laissés tomber. C'est ça, juste l'histoire avec Luis. Après ça, je suis revenu en sélection. Hein. J'ai fait une sélection avec lui. Après, il a arrêté. Après, en même temps, frérot, on va pas se mentir. Quand tu fais entraînement et que faut écouter l'entraînement parce que tu dois mettre à l'hôtel l'antenne pour que RFI ça capte ou RTL pour faire l'émission Lui s'attaque en Guinée le soir et t'écoutes l'entraînement. Eh ben ouais, mais voilà. Donc, non, mais parce que à chaque fois on me dit ouais, toi. Ben, c'est la vérité. Ouais, bah, oui. Et Luis, à la fin, il a bien dit, hein. Et tu sais, c'est quoi? Hein? Je l'adore, Luis. On se connaît pas beaucoup. On s'est vu pendant une semaine. Et ce qui s'est passé. Je te jure que si tu demandes à Luis, il va être vrai. Je te jure que c'est vrai, il va dire. Il sait même pas qui je suis, en fait. Okay. Mais c'est vrai. Ouais. Il sait pas qui je suis. D'accord. Tu sais, c'est pas un épisode genre qui l'a marqué à vie. Et la Guinée non plus, hein. Et à la fin, il a très bien dit. Moi, j'étais pas demandeur. Hein. Il a dit lui-même. Ok. Et si on avance encore un peu, il y a eu la CAN 2019. Ouais. Et celle-là, c'est ta dernière. Ouais. Avec la Guinée. Brassard de capitaine. Toujours. Donc, avec ton expérience, tu as été un joueur important de cette sélection. Comment tu as vécu cette CAN? Et est-ce que, avant de la démarrer, tu savais que ça allait être ta dernière? J'étais en réflexion de peut-être être ma dernière CAN. Parce que moi, j'avais toujours quelque chose en tête que j'ai toujours vu un petit peu dans le football africain, c'est que les gens, ils sont jamais bien partis. Ok, ouais, c'est vrai. Il y en a qui forcent toujours un peu, ils forcent, ouais. Jusqu'à un moment où tu dois t'asseoir sur le banc, et en fait, pour de vrai, toi, on veut pas que tu t'assoies sur le banc. C'est ça, en fait. Ouais. On veut pas que tu finisses comme c'est une compétition, tu vois ou pas? Et avant que ce soit celle de trop, parce qu'en plus, quand tu t'assois sur le banc, hein, tu fais pas de bon cœur. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. Non, mais c'est la vérité du footballeur, de l'ego. Hein. Ouais. Tu vas faire des trucs pour montrer ton mécontentement et ça va pas être bon pour l'équipe. Et moi, j'ai trop vu ces exemples-là. Donc, moi, dans ma tête, c'était 2019. Regarde comment ça se passe, ça va être la dernière. Faut que tu comprennes qu'en 2019, moi, je me fais opérer en avril. Et tu fais tout pour revenir au top. Bah, parce que c'est la première CAN qui se dispute l'été. Ouais, en Égypte. Ouais, en Égypte. Je me fais opérer en novembre. Parce que je dis au club, j'ai un vrai problème et tout ça, on identifie mon problème et tout ça. Et il me dit, ouais, non, et bon, vas-y, continue. Et vas-y, en mai, vas-y, fais-toi opérer. Tout ça. Je dis, ah, moi, j'ai la CAN, je suis capitaine d'une équipe nationale. Non, attends, et tout ça. Conflit avec le club. Je me fais opérer en avril. En avril, je vais compte à rebours et tout ça, hein, pour être prêt à la CAN. Donc, j'arrive à la CAN. Je suis prêt et tout ça. On joue. Je vais te dire, hein, les 3 CAN, c'est la CAN que j'ai le plus détestée. Avec les différentes histoires qu'il y a eu. Toutes les histoires qu'il y a eu. Parce que il me semble que ton nom, il est sorti aussi dans une bagarre en entraînement entre Fallette et Kamano.
comment toi, t'as vécu ça, étant donné que t'es capitaine et qu'on va dire que t'as Voilà, tes tu imagines que moi, je responsabilités? suis le capitaine et que je dis à un mec d'aller taper un autre. C'est moi le capitaine. Mm. Ah, parce que c'est de ça que t'as été accusé. Bah, ça, de prise de parti, je crois, non? Ouais, de prise de parti. Donc, ouais, que toi, tu es avec l'un, que l'autre, que toi, tu as dit à l'autre. Moi, Ok. c'est pas compliqué, cette histoire-là, hein. Il y a Mm. deux personnes qui se sont battues, on est d'accord. Ouais. Mhm. Demandez à une personne, elle va vous dire quelque chose, vous comprendrez son ressenti avec moi. Mm. Et demandez à l'autre personne, elle va vous dire, mais pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mhm. Vous me demandez à moi toujours, moi je dis que j'ai absolument rien fait. C'est très dur à comprendre pour les gens. Mais parce que t'es capitaine, en fait, t'as toujours été Je très comprends. engagé aussi. Oui, mais et justement, je le répète encore une fois, cette histoire, je n'ai rien fait. Et si tu veux même comprendre l'histoire, je suis celui avec témoin C'est pas. qui a tout fait pour que ça n'arrive pas là. Mhm. Les premières droites, c'est moi, je les ai mangées. Voilà, pour Ah, que ok. vous compreniez. Ok. Ok. Et dans les deux personnes, il y en a une qui disent non, Ibo, vraiment, il a calmé, il m'a retenu jusqu'au bout. Et il y a l'autre qui dit non, c'est Ibo qui a dit que de me taper. Non, mais à un moment. Et puis, tu sais quoi les gars, faut arrêter. En plus, bon, ok, vas-y, bon, c'est bon, ok, je l'ai fait. Ok, vas-y, qu'est-ce qu'il y a Frère, moi j'ai des enfants, toi t'as des enfants. Tu vois vraiment que moi j'ai l'âge de dire à quelqu'un Pas le frapper. ouais, t'as bien. C'est-à-dire que, en fait, toi-même, comme toi, quand tu dis ça, c'est que moi, tu me respectes pas. Bah, tu t'imagines dans ta tête que moi, je peux pas aller contre toi. C'est ça. Donc, je dois mettre quelqu'un pour aller contre toi. Mais c'est absurde. Ouais. C'est vrai que quand on fait le calcul, c'est pas très... Non, mais c'est absurde. Ouais. Et je suis le capitaine de l'équipe. Mm. C'est absurde. Et la personne avec qui il y a eu bagarre, demandez-lui, le jour où vous l'aurez, demandez-lui la vraie histoire. Il va te dire, c'est Ibo qui nous a calmés. Moi, j'ai pris des droites dans cette histoire. Mhm. Vraiment, j'étais à terre en train de prendre des coups, en train de séparer. Ok. Et il y a des témoins, tout le monde est témoin. Donc, tu sais, je la raconte 100 fois cette histoire. Les gens, ils veulent pas croire pour quelque raison que ce soit. Mais moi, il y a une chose qui est sûre avec moi, hein, les gars. Mm. J'ai jamais menti. Non, non, mais tu dis, ouais. C'est-à-dire que tout ce que je dis, c'est vérifiable. Mhm. Je n'ai jamais menti. Pourquoi je Mhm. mentirais sur ça? Ouais, c'est vrai que c'est pas très logique. Et du coup, par rapport à cette CAN 2019, tu disais que c'était celle que tu as le plus détestée. Ouais, Pourtant, c'est celle où tu avais le brassard. ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer en tant que capitaine lors de cette CAN pour toi? Tu vois, 2012, la CAN. Ouais. Moi, j'arrive. Las Bangoura, il arrive. Razaki, il arrive. On est, comme ils disent en Marseille, on est des minots. On est des petits. Mm. Mais on joue. T'as des Pascal Fendouno, t'as des Jean-Bobo Baldé qui te donnent la voix. Mm. Faites ça, vous les gars, vous allez avoir les ballons, courez, nanana. On est comme des fous. 2015, il y a déjà une transition. Mm. Où maintenant, il y a moi, il y a d'autres joueurs. Et chacun maintenant est dans le truc de qui va être le meilleur joueur. Mhm. Parce qu'avant, c'était clair, c'était Pascal Fendouno. Ok. Tu comprends? Mm. Maintenant, il y a une place qui est vacante. Ouais, c'est ça, ouais. Et tout le monde veut l'avoir. Sauf que cette place-là, moi, je l'occupe. Mais par rapport à mes performances. Mm. Et en guidé, les gens, ils m'aiment. Et je fais pas semblant. Mm. Je suis comme je suis. Mais sur le terrain, je back up. Hein. Premier match de Cannes, homme du match. Deuxième match de Cannes, homme du match. Côte d'Ivoire, Cameroun. Ouais. Tu veux que je dise quoi? Mais sauf que tu es dans un moment où chacun se dit que je vais avoir la place de... Ouais, Des ouais. vedettes Alors au pays, que quoi. moi, dans ma tête, je n'ai jamais pensé à ça. Mm. Ouais. Mais tu sais que dans ma tête, tu sais que ça peut même pas traverser mon esprit, en fait. Ouais. De se dire, ah vas-y, ça va être moi. Et on s'en fout si on gagne ou si on perd. J'en ai rien à foutre. Quand je prends le trophée, je dis, eh ben moi, je l'aurais changé ce trophée-là contre une victoire. On me l'a reproché. Ah, lui, il prend un trophée, il se la raconte, il en veut pas. Mais je m'en fous du trophée, moi. Le meilleur joueur. Mm. Après la CAN, 3 matchs, 2 matchs, 2 formes du match, il n'y a que moi. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis le meilleur joueur de la CAN. Mhm. Mais par contre, t'arrives pas à avoir l'osmose, l'alchimie, de dire on va le faire tous ensemble. Ouais. Parce que
parce que en plus, c'est un creux de génération. Tu sais qu'il n'y a plus vraiment de grands Mhm. et de petits. Ouais. Tu sais, on est tous un peu... Mature. Ouais, ou pas matures. Donc. Ok, d'accord. Mais on est tous dans le même âge, un peu. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. C'est une phase de transition, en fait. Voilà, et dans la transition, mais tu sais très bien, comme en période de guerre, hein, tout le monde veut tirer son épingle Bien du sûr. jeu, hein, se positionner. Mm. Et bah ouais, c'est ça. Ok. T'es très reconnu pour être quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, Mhm. qui dit clairement ce qu'il pense. Et tu t'étais exprimé par rapport au racisme dans le Mhm. football à plusieurs reprises. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire si tu as vécu ce genre de moment et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour que ça soit plus sévère? Alors moi, je vais dire deux choses. Le racisme, ça existe. Mhm. Nous, footballeurs, on doit moins se plaindre du racisme que les personnes de la vie réelle. Mhm. Ça, c'est un fait. Mais par contre, racisme dans le football ou racisme dans la vraie vie, C'est du racisme. c'est la même chose. Mhm. On est d'accord. Mhm. Moi, je le dis mais des fois à des gens proches de moi, j'ai dit, moi, je peux pas subir le racisme. Ni pourquoi, parce qu'il a gagné un peu d'argent et tout ça. J'ai dit, non. Parce que moi, j'accepte pas de subir le racisme. Quand tu vas me dire, me voir, tu vas me dire sale noir. J'ai dit, ouais, je suis un beau sale noir. Quand tu as fini de me dire ça, qu'est-ce que tu as à me dire encore? Mhm. Ça, c'est le racisme bête. Mhm. Tu sais, les gens qui vont dire sale noir ou macaque ou... Et tu vas le prendre personnellement et tu sais, tu vas baisser la tête. Ah, t'as vu, il m'a dit ça. Hein. Ok. Ok, je suis un sale noir. Ça, c'est la première des choses. Mais elle sera raciste systémique. Mhm. Le système. Et tu trouves pas de job. Mhm. Ouais. Tu trouves pas de local. Appartement, ouais. Celui-là, c'est pour ça, pour moi, c'est ça qui est le racisme. Tu me dis sale noir. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Eh Mhm. oui, je suis un vrai bon rien, je suis un beau sale noir. D'accord. Quand tu as fini de me dire ça, qu'est-ce que tu veux me dire d'autre? Non, parce qu'en soi, tu m'empêches pas d'avoir un logement, tu m'empêches pas de... Ok. Mais parce que moi, j'ai une position où je peux me permettre de dire, ouais, moi, j'ai décidé de ne pas subir le racisme. Tu me dis sale noir. En fait, je le prends pas mal. Mhm. Et ok, quand tu as fini de me dire ça, qu'est-ce que tu vas me dire d'autre? Mais j'ai des moyens. Moi, le racisme qui me dérange, mais tu vois, regarde dans les stades de foot. Mhm. C'est aussi simple que ça. Hein. Eto'o, il l'a dit déjà il y a 10 ans, les gars. Mm. Sortez du terrain. C'est vrai. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire automatiquement. Mais sortez du terrain. Et je vais te dire un autre truc. Faites une journée où vous dites les joueurs noirs, arabes, parce qu'il n'y a pas que... Tu sais, Oui. et c'est là mon problème. C'est qu'on pense que le racisme, Tout ce que les noirs. c'est des blancs aux noirs. Mm. C'est bien plus profond que ça. Mais nous aussi, on peut être raciste, en fait. Aussi. Mm. Mais c'est devenu genre un acquis social que nous, on peut subir ou les arabes. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Mais nous aussi, on peut être raciste. Personne s'en vante, hein. Mm. Mais c'est devenu tellement ancré dans la tête que c'est autorisé que pour certains gens, vers certains Mhm. gens. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est fou. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mhm. Et quand je te dis, hey, fais une journée où, ok, première ligue, pas de noirs, pas d'arabes qui jouent. Là, tu te fais un système Et là, tu économique. vas dans leur rôle, hein. Mm. Parce que, en gros, nous, il n'y a que nous qui sommes censés le subir, le racisme. Hein. Mhm. Personne ne joue. Est-ce que tu penses que du coup, par exemple, les joueurs qui, on va dire, qui sont d'une autre couleur, devraient peut-être créer une sorte d'association dans les ligues pour pouvoir lutter de la manière de ce que tu dis, en fait? Ouais. Par exemple, des joueurs de Serie A noirs ou arabes peuvent demander à se dire, bah, ok, tel joueur dans le match précédent, il a subi ça. Bah, nous tous, prochain match. En fait, c'est tout le monde qui doit sortir du terrain. En vrai. Mhm. Ouais, c'est ça. Faut que ça ait un poids. Mais je veux dire pour que l'impact se ressente peut-être sur le match suivant, parce que là, tout le monde sort du terrain, Mhm. mais le match d'après, le match, il reprend. Je sais Ok. pas si tu vois ce que... Mais si là, tu dis, on joue pas le match d'après. Oui, justement, c'est ça que je voulais dire. Ah, tu veux pas dire toute l'équipe? Ouais. Dans le football, hein, Mm. ce qui est de la performance, on est d'accord, hein, ou du mérite et tout ça, il y a du piston, Mhm. il n'y a pas de racisme. Parce que, hey, il y a tellement d'argent en jeu que le C'est plus ça, fort, quoi. il joue. Ouais, c'est ça. Ça, faut Ouais. pas se mentir. C'est Hein. vrai. Ok. Un entraîneur, même qui est raciste, s'il a un gars
qui met 50 buts de cette couleur de peau et l'autre qui en met pas un, il va le faire jouer, même s'il l'aime pas. Hein. Ouais. C'est l'argent, c'est son poste, c'est lui-même, il veut se maintenir. Mhm. C'est vrai que je dis, ça, il n'y a pas. Après qu'il y a des gens dehors dans les tribunes qui fassent du racisme, ou quoi que ce soit, c'est même plus aux joueurs. Tu as des instances. Tu te bats contre tout. Mais ça, tu peux l'éradiquer. Vraiment. Hein. Ça, tu peux l'éradiquer en 2 minutes. Hein. Ouais, en vérité, ouais. Tu as des caméras partout. C'est lui. Fin. Hop. Plus de stade pour toi. Ah, ils étaient 10. Hop. Plus de stade pour vous. Fin de l'histoire. Mais quand les joueurs ils veulent sortir, non, on n'y va pas. Montre que toi, tu es plus fort que eux. Non. Mais pourquoi eux, ils sont là? Et c'est ce que je dis que le racisme, pour moi, c'est que de la bêtise. Parce que ce même gars-là, quand son attaquant noir, il va marquer, Il va être content. il va être content. Il va pas c'est vrai. Il va pas le signaler. Mais tu pourras rien changer tant que les acteurs eux-mêmes, ils prennent pas de vraies décisions et il y a une vraie solidarité. Ils disent, vas-y, aujourd'hui, on joue plus. Ok. D'accord. Et tu es reconnu pour être un super coéquipier. Donc, du coup, il y a beaucoup de joueurs avec qui tu as joué, avec qui tu as encore des attaches aujourd'hui. Tu nous parlais, par exemple, de Razagui Camara. Mais, par exemple, tu as pu côtoyer Torgan Hazard et Antonio Rudiger. Comment tu te sentais en tant que coéquipier? Et même, par exemple, lorsque tu rencontres Rudiger, c'est un jeune joueur qui joue à Stuttgart. Comment tu as pu aider les jeunes dans ta carrière? Je pense naturellement. Je pense qu'en fait, les codes que toi, tu as vécu dans ta vie de quartier, déjà, tu les transposes dans un autre pays où ils n'ont pas l'habitude de ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu es toujours la personne qui est le plus ouvert. Ok. Moi, Tony Rudiger, maintenant, il joue au Real Madrid, c'est un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Quand il est venu à Stuttgart avec l'équipe première, il dormait chez moi. La première fois qu'il est parti à Paris, c'est moi, je l'ai ramené. Ok. Mais parce que c'est normal, en fait. Il n'y a même pas de gloire. Hein. Ah, Tony, t'as vu à l'époque, je te faisais ça. Maintenant, en février, j'étais chez Tony, à Madrid. On s'appelle. Tu viens quand? Quand je peux venir, je vais et tout ça. Mais il n'y a pas de gloire, en fait. Parce qu'en fait, si tu t'imagines que tu fais la chose en t'imaginant que lui, ça va devenir Tony Rudiger, et maintenant tu vas lui dire, ah frérot, rappelle-toi, moi j'étais là. Elle ne fait pas, frère. La mentalité, elle est pas bonne. Ah non, elle ne fait pas. Mais je veux dire surtout par rapport aux jeunes, parce que tu as été un guide pour pas mal de jeunes, on va dire, même en sélection, j'imagine. Donc, tu penses que c'est justement la mentalité quartier, on va dire, qui t'a aidé à pouvoir les aider à s'adapter au monde professionnel? Parce que c'est vu comme un monde un peu égoïste. Je te donne un exemple. Moi, chez moi, à Gladbach, ma mère était très très souvent là. Les joueurs de Gladbach. Ils venaient prendre, tu sais, comme nous on dit, la gamelle. Le tiep, le riz, le ci, le ça. Ils venaient chez moi. Ma mère, et des fois, ils demandaient à ma mère, Mamie, tu peux nous faire ça? Parce qu'on m'appelle Mamie, tu peux nous faire ça? Elle faisait à manger pour au moins 4-5 personnes. Aujourd'hui, la moitié d'entre eux, je ne leur parle pas. On ne se parle pas. Par gratitude. Non. Je vais te dire non. C'est le monde du football. Fin. T'as l'air déçu un peu de ce que t'as pu peut-être vivre d'un point de vue humain. Mais en fait, parce que moi, en fait, je l'ai compris trop tard. Ok. T'as compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça, 5 ou 6 ans avant, j'aurais pas fait. Hein. Ok. Moi, c'est à la fin, quand j'ai arrêté ma carrière, que j'ai compris. Tu t'analyses, tu t'es posé, tu t'es dit... Ouais, en fait... c'est là que j'ai compris. Mais si j'aurais compris avant... Ouais, t'aurais pas fait tout ça. Mais j'aurais jamais de la vie. Mais c'est bon, je suis gentil, mais au bout d'un moment, tu vois, ça veut dire, c'est bon. J'aurais pas fait. Et c'est triste, hein, parce que tu vas te dire, en fait, ouais, non, tu le fais avec bon cœur. Mais dis, mais quand tu vois ce qui s'est passé après, et en plus, c'est quoi, quand tu parles avec les gens, tu dis, ouais, t'as vu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Parce que moi, je l'ai beaucoup fait parce que j'arrivais pas à comprendre. Tu vois, ah, ben lui, il est relou, vas-y, il nous raconte ce qui s'est passé avant et tout ça. Hein. Ou alors, ça te dit, ouais, mais frérot, c'est le football, c'est comme ça. Bah, moi, j'estime que non. J'estime que football, pas football. Et en plus, on vit, toi et moi, les mêmes réalités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une question d'argent. Pas une question de ci. C'est-à-dire qu'on peut être honnête entre nous. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu vois que ces gens-là, à la fin, ils sont pas là. Et ces gens-là, ils vont peut-être te dire, ouais, mais c'est moi qui suis en tort.
Et je l'accepte, tu Mm. vois pas. Il y a des choses peut-être que j'ai fait. Je dis pas que moi j'ai tout bien fait. Mm. Non, c'est pas ce que je dis. Juste, tu vois, par exemple, j'aurais pas impliqué, tu sais, ma mère à faire à manger pour Ouais, les ça, gens. Parce que c'est la daronne, tu vois ce que je veux te Mm. dire. Mm. J'aurais pas fait. Je te dis la vérité, je l'aurais pas fait aujourd'hui. Ok. Mais par exemple, quand tu reviens à un truc de t'as aidé les jeunes joueurs et tout ça, mais je le regrette pas du tout. Ok, tu l'as fait avec le bon cœur. Ah, mais non. Parce que ces gens-là, c'est toujours les gens avec qui je suis en contact. Ah, Mhm. d'accord. Frérot, combien de joueurs moi j'ai côtoyé? Des grands joueurs et tout ça dans ma carrière. Hein. Mm. Quand j'ai 5 potes dans le football, j'ai 5 potes. BGA par contre, j'ai 100 amis. Mm. T'arrives à dissocier les deux, en fait. Parce qu'il y en a 5. Ouais. Pas plus. Pas plus. Ok. Et je vais juste te poser une question aussi. T'as été beaucoup blessé dans ta carrière. Ouais. T'as des regrets par rapport à ça? Tu penses que t'aurais pu jouer à un plus haut niveau? Je pose souvent la question. La dernière fois, d'ailleurs, quand j'étais à Madrid, il y avait Tony Rudiger qui m'avait dit ça. Il m'a dit, en fait, c'est beau, tu aurais dû jouer à un beaucoup plus haut niveau que le tien. Mm. En fait, je peux pas te dire ça, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ta carrière, c'est ta carrière. Ouais. Sinon, on refait le truc et tout ça. Est-ce que j'avais le niveau pour jouer dans plus haut que les clubs que j'ai joué? Certainement, sûr même. Mhm. Est-ce que maintenant c'est arrivé? Non. Bah non. Et c'est peut-être pour une raison. Peut-être que c'est moi. Mhm. Peut-être que les clubs à ce moment-là, ils se sont dit non, c'est pas le moment. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même au niveau des blessures aussi. Oui, et moi j'ai été énormément blessé. Hein, Mais frère. c'est dû aussi à une discipline, enfin, ouais, Hygiène de une vie. hygiène de vie ou bien. Aussi. Et moi, par exemple, ma première blessure ici, la rupture de ligament Mm. du tendon. Je me fais opérer. Le médecin, il oublie une vis. Pendant 2 ans et demi, je joue avec une boule comme ça, des infections, des infections, des infections. Personne ne comprend ce qui m'arrive. Je m'entraîne piqûre, je m'entraîne piqûre, je m'entraîne piqûre pour pouvoir jouer. Je comprends rien. Au bout de 2 ans, je vais à Munich. Le médecin me dit, mais on sait, c'est quoi ton problème? Et tu me dis que- Bah, en fait, tu avais un clou. Il n'a pas bien rebouché, le médecin. Et pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi de carrière. Ça fait quelque chose, hein. Et T'avais ça toujours la compense gêne. là, ça compense là, ça compense là. Donc, tu veux ce que je te dise quoi? Mm. S'il m'aurait bien opéré. Peut-être que ouais, ça aurait changé quelque chose. Et tu vois, c'est peut-être Mais il y a que- toujours des si, des si, des Voilà, si, des si. donc moi je suis pas dans les si. Ouais. Ma carrière, je suis très très fier de ma carrière. Je sais ce que j'ai fait. Mm. Je sais quel niveau j'ai eu. Et peut-être quel niveau, parce que les gens le disent que j'aurais pu avoir. Ouais. Oui, mais bon, il y a les aléas du football, c'est comme ça. Moi j'ai une question qui nous vient du compte Twitter Silly National. Il nous dit, parce que là on va revenir un peu sur l'actualité de la Guinée. Mm. Penses-tu qu'il manque aujourd'hui un vrai leader dans le vestiaire du Silly? Je sais pas, je suis pas là-bas. D'accord, très bonne réponse. Maintenant j'en ai une autre des joueurs guinéens. Au vu des récentes performances du Silly, toi en tant qu'ancien international et capitaine du Silly National, quel est ton regard sur le niveau de la Guinée actuellement, qui n'a pas été qualifié pour la prochaine CAN au Maroc et ni pour le mondial? Quel regard tu portes là-dessus? Tu vois, eux là. C'est eux qui te posent des questions pour aller faire leur polémique tout à l'heure. Bref. Non, je sais c'est qui. Bref. Mm. Je vais te dire très clairement. Pas normal que la Guinée va pas à une Coupe d'Afrique. Mhm. Coupe du Monde, on doit se battre beaucoup plus pour essayer au moins d'être barragiste. Voilà. C'était bien parti en plus. Il y avait une victoire sur l'Algérie, il me semble, au match aller. Oui, mais c'est ça le problème de la Guinée. C'est contre les gros, t'es bien. Ouais. Après, tu perds contre les équipes parce que au bout d'un moment, il faut voir le niveau de ton truc. Hein. Tu sais que quand tu considères des Ouganda, des Sousa comme des petits et que tu perds contre eux, ben, au final, peut-être que c'est là ton niveau. Ouais. Ça, c'est une très bonne réflexion. Et c'est comme le Mali. Justement, c'est par rapport à ça que je faisais le parallèle. Le Mali, désolé les gars. On a tous attendu un moment que le Mali il soit proche de soulever une canne Ouais. ou d'aller en Coupe du Monde. Moi, c'est Vraiment. tout le temps, tout le temps. Quand tu le fais pas à chaque fois, avec tous les joueurs que tu as, tout le vivier que tu as, entraîneur, organisation et tout ça, au bout d'un moment, c'est que les gars, il faut se poser les bonnes Les bonnes questions. questions, ouais. Parce que nous, la Guinée, je veux te dire, hein, on peut encore comprendre parce qu'on n'a pas les joueurs du Mali.
Le Mali, pour moi, c'est pas compréhensible. Parce que t'as trop de bons joueurs pour pas avoir de résultats. Et la Guinée, comme je te dis, non. Et le fait de pas jouer à la maison aussi. Ça, comme je l'ai répété 1 million de fois, faut jouer chez toi. Déjà, ça commence par ça. C'est bien beau le Maroc et tout ça, mais tu fais peur à qui? Tu gagnes quoi quand tu vas jouer en Ouganda? Tu crois que c'est facile? C'est compliqué. Tu vas même dans des conditions que même avant le match, tu as déjà perdu. Ouais. Mais c'est la vérité, je l'ai vécu. Non, mais c'est vrai qu'il y a des grosses équipes, par exemple, quand ils jouent à 14h dans un pays. Il fait 14h sur un synthé. Ouais. Moi, j'ai joué. Soudan du Sud, Ouganda. Swaziland, 14h synthé. Le 40 synthé, degrés. 40 degrés, ça brûle tes pieds. Va jouer au football. Mais c'est la réalité. Mais par contre, les grosses équipes, elles y vont là-bas et gagnent. Il a le problème. Donc voilà, ça peut. Il n'y a plus d'argument. Donc au bout d'un moment, c'est une question de niveau aussi. La Guinée, Coupe du Monde, j'espère, bientôt, et tout ça. Mais par contre, c'est pas normal qu'on joue pas à la CAN, voilà. Moi, Ok. c'est ça, Oui, en fait. ça, le par truc. contre, oui. Ça, c'est là où je te dis, c'est pas normal qu'on Surtout joue pas à la CAN. que vous avez peut-être à l'heure actuelle le meilleur 9 africain au Ouais. monde. On a le meilleur 9 africain. Ouais. Bon, c'est parce que je dis peut-être, parce qu'il y en a qui pensent que c'est Osimhen aussi. Non, écoute, Osimhen est fort sur les 2 dernières années, là. On a le meilleur 9. Mais tu vois, C'est plus vrai. tu dis ça, plus en fait, c'est pas bon pour ta sélection limite, j'ai envie de te dire. Ouais, ok, d'accord. je vois. Comment tu peux avoir le meilleur 9 et tout ça, là, hein, et vous n'êtes pas à la CAN? Ça, c'est un imbroglio, hein, tout ça. Moi, je voulais poser une question, et je pense qu'on est sur la fin. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du football africain dans sa généralité? Et pour toi, quels sont les points d'amélioration pour qu'on puisse devenir un continent de football comme on l'est? Enfin, on est un continent de football, Plus mais respecté. plus respecté, on va dire. La première chose pour ça, hein, c'est de se respecter nous-mêmes. Je veux dire quoi par là, exactement? Allez pas demander des choses aux gens que vous-même vous appliquez pas. Comment est-ce que je veux dire? Soyons sérieux dans notre football. Ok. Je veux bien. Le Maroc, période de qualif, ils accueillent à peu près 9 ou 8 matchs chez eux. Ouais. Les gars. Oui. Même leurs Moi, je suis d'accord. Et je vais te dire, hein, les gens disent, ouais, le Maroc, super puissance. Mais pourquoi tu veux le représenter? Et tu vois, c'est quoi le problème? C'est qu'au lieu de regarder eux, oui, non, eux, c'est le problème, tu sais, ils accueillent. C'est eux. Regardez ce qu'ils font. Là, ils viennent de gagner U20. Coupe du Monde, ils organisent Coupe du Monde chez eux. Ils organisent Cannes chez eux. Ils ont les meilleures infrastructures. Mais en fait, les gars, c'est pour ça que je dis, avant de parler, venez, on construit nous aussi. Ouais. Tu t'imagines? Et la dernière liste, je sais pas c'est combien, je vais pas dire n'importe quoi. Il y avait plus d'une dizaine de pays qui n'avaient pas de stade homologué. Oui. Un stade, hein. On te parle pas de 10 stades, un Un stade. stade sur le territoire. Beaucoup jouent en Côte d'Ivoire Ouais. ou au Maroc. Voilà. Ouais. Mais comment, à ton avis, ça pose pas les qualifs, ça? Si. Bah, le fait de ne pas avoir ton chez toi, déjà, c'est compliqué. Mais tu penses que c'est un problème plus structurel ou de mentalité, au final? Moi, je pense que c'est les deux. Ok. Parce que je pense que l'Afrique, c'est un continent très particulier dans le sens où un sport est vecteur de politique. Bien sûr, ouais. Ici en France, si la France gagne la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il fait le président premier? Élysée, on les ramène et tout ça, nanana, ils surfent dessus. Sa cote de popularité, elle monte un peu. Au bout de 2 semaines, c'est fini. Hein. Tout le monde l'a oublié. En Afrique, c'est pas pareil. Ouais. Ah ben on peut le voir en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, par exemple. Aujourd'hui encore. Mais tu vas surfer sur ça pendant des années. Mais les Ivoiriens... Alors, pourquoi tu... En fait, nous, le problème qu'on a, c'est qu'on regarde jamais ce qui est bien fait chez nos voisins. La Côte d'Ivoire. Nous, on est la Guinée, on est à côté. Le Sénégal, regardez ce qu'ils font. Aussi, ouais. On n'est pas en train de copier. On est juste en train de s'améliorer. Les autres, ils regardent ce que le Maroc font. C'est vrai. Ah ouais, oui, le Maroc, ils ont trop de pouvoir à la CAF. Mais encore heureux. Vous voulez que qui ait du pouvoir? C'est eux qui financent les qualifs pour 10 équipes. C'est eux qui construisent des stades pour avoir la Coupe du Monde en Afrique. Qui gagnent des compétitions et tout ça. Et c'est à eux qu'on va en vouloir. Mais pas à nous, qui ne pouvons pas avoir un stade chez nous. Et ça, c'est... Et encore, c'est un pays. Je te dis, ok.
C'est plus d'une dizaine de pays, les gars. Mm. C'est pour ça que je te dis, l'avancée déjà, c'est de nous-mêmes Nous respecter. nous respecter et tout ça. Quand on va se respecter et qu'il y aura des vrais qualifs dans des beaux stades et tout ça, et ben tu vas dire à la Coupe du Monde maintenant, on est plus 7. Hein. Donc c'est monté à combien là maintenant 9, peut-être 10. Et on doit être content. 54 pays, plus grosse confédération, plus grosse fédération continentale. On a moins de pays là que l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est combien de pays? 14 ou un truc comme ça. Eux, ils ont 5 ou 6 pays. Hein. Nous, on est 54. Et là, on est content qu'il y en a 9. Mais parce qu'ils savent que on n'est pas sérieux, les gars. Mais c'est ça, on n'est pas sérieux. Frérot, quand on va aux Coupes du Monde, t'entends, les joueurs vont pas jouer parce qu'ils n'ont pas eu pris d'oseille. Tu veux aller où? Ouais. En tout cas, Ibrahima, on te remercie encore une fois d'avoir accepté et d'être là parmi nous. Et là, je m'adresse à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se rejoindra pour un prochain. En tout cas, en attendant, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. On a reçu Ibrahima Traoré, notre premier joueur guinéen, capitaine emblématique, comme vous pouvez le voir aussi sur ce tableau. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.